Jean-Pierre Le Goff, comme on vient de vous le dire, est professeur à l'IUFM et à l'IREM de Caen. Ses travaux de recherche portent sur l'histoire de la perspective et des modes de représentation, sur la géométrie projective, sur l'histoire des mathématiques, principalement au XVIe et XVIIe siècle, et également, comme il est très intéressé, très attaché aux questions d'enseignement, ses travaux de recherche portent également sur l'introduction d'une mise en perspective historique dans l'enseignement. Alors, ces ouvrages et articles sont nombreux. Évidemment, je ne veux pas les décliner ici. Bon, on voit que ces travaux portent sur des auteurs comme le français Viette, François Viette, Léonard de Vinci, Piero della Francesca. Je crois que Jean-Pierre Le Goff a traduit un ouvrage de Piero della Francesca qui était écrit en toscan, qu'il a traduit en français. Bon, c'est un exemple de ces nombreux travaux. La conférence qu'il va nous faire aujourd'hui porte sur un sujet qui est très riche et très vaste. C'est un sujet d'histoire des sciences, bien sûr, mais c'est aussi un sujet qui touche à l'histoire de l'art et à l'histoire des idées. La période qui l'intéresse, à la Renaissance, à Florence, des peintres, des architectes ont produit une première théorisation de la perspective. Cette théorisation va avoir des effets importants sur la pensée scientifique. Non seulement cela va ouvrir la voie à la géométrie projective, mais aussi cela va permettre l'élaboration d'une nouvelle conception de l'espace, une conception de l'espace que la mécanique classique, sur laquelle la mécanique classique va s'appuyer dans l'étude du mouvement des corps. Alors, il ne sera pas question, je pense, de mécanique ce soir, bien sûr, mais il sera question quand même de ce concept d'espace qui va se mettre en place à la suite des travaux sur la perspective. Alors, bien sûr, tout cela est en rapport aussi avec un contexte socio-culturel et socio-économique et culturel de la Renaissance. Bien sûr, pour comprendre pourquoi ce nouveau concept d'espace va naître et va se développer et finalement sera adopté, logiquement, il faudrait aussi s'intéresser à ce contexte. Alors, bien sûr, cela fait beaucoup de choses. Comme je le disais, le sujet est riche et je pense que Jean-Pierre Le Goff va mettre évidemment des limites pour ne pas dépasser le temps qui lui est imparti. Voilà, je lui cède tout de suite la parole. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation de l'USTL Culture pour parler une fois de plus, j'espère que ce ne sera pas une fois de trop, de ce sujet qui m'intéresse beaucoup, qui m'intéresse à différents titres. Évidemment, en tant que pratiquant des mathématiques, je n'ose pas dire mathématicien, mais pratiquant des mathématiques, j'aime bien comprendre ce que je fais et j'aime bien savoir d'où viennent les idées qui font bouger le monde et qui font bouger le monde mathématique en particulier, mais qui ici ont fait bouger plus que le monde mathématique, comme vous allez le voir. Ce sujet m'intéresse à ce titre-là. Il m'intéresse aussi en tant que formateur d'enseignants parce que je suis tout à fait convaincu qu'un enseignement qui se voudrait démocratique de la science, et en particulier des sciences mathématiques, suppose qu'on ait une assez bonne idée non seulement de la discipline qu'on enseigne, mais aussi de son histoire. Je pourrais, de ce point de vue-là, simplement citer Auguste Comte qui disait effectivement qu'on ne connaît véritablement une science que quand on en connaît l'histoire.
Ça va au-delà de ça. Ça n'est pas simplement une affaire de formation de l'individu et de la personne. C'est une affaire culturelle, évidemment, c'est-à-dire que tout individu devrait connaître un petit peu d'où viennent les concepts qui sont devenus des concepts essentiels dans la géométrie. Mais singulièrement, les futurs enseignants devraient pouvoir disposer de ces clés-là, parce que ce sont des questions que posent les adolescents, les enfants, les étudiants. Ça dépend à quel niveau on enseigne. Et il faut être en mesure d'y répondre et de ne pas y répondre seulement de façon factuelle. Parce que, bien sûr, il est important de savoir que Girard Desargues est né en 1591 et mort en 1661, excusez-moi, mais ça ne fait pas avancer beaucoup les choses, sauf à savoir que donc c'est dans la première moitié du XVIIe siècle et que Girard Desargues, qui est un des personnages qu'on évoquera sans doute ce soir, est un contemporain de Descartes et que, d'une certaine manière, deux grandes idées concernant la géométrie vont naître dans cette première moitié du XVIIe siècle. D'un côté, ce qu'on appelle un peu rapidement la géométrie analytique, c'est-à-dire quelque chose qui est de l'ordre des coordonnées cartésiennes, et en même temps, et au même moment, mais avec beaucoup moins de succès dans l'instant, mais un succès durable puisqu'il sera repris au XIXe siècle par des gens comme Chasles, Poncelet, Monge, eh bien Desargues invente les prémices de ce qu'on appellera au XIXe siècle justement la géométrie projective. Or, Desargues ne fait pas sortir cela du chapeau, c'est-à-dire que, bien sûr, on peut toujours penser l'histoire d'une discipline et l'histoire des concepts dans des termes qui seraient ceux de la rupture, c'est-à-dire à un moment donné, il se passe quelque chose de tout à fait essentiel qui fait qu'on change de monde. Certes, on peut le voir comme ça, mais en général, ces ruptures-là, elles se préparent, elles se mûrissent, elles prennent du temps, elles demandent beaucoup d'errements, beaucoup de réussite à un moment donné, mais aussi beaucoup d'errements au préalable. Et elles peuvent venir de questions qui ne sont pas nécessairement des questions de type mathématique. C'est-à-dire que la mathématique n'est pas nécessairement une discipline qui évolue de façon entièrement interne. Alors s'il y a bien un exemple de cela, c'est cette histoire de la perspective que je vais essayer de dessiner à grands traits, tout en essayant de rentrer dans un certain nombre de détails qui me paraissent importants, parce qu'on a dit beaucoup de choses sur l'histoire de la perspective, entre autres parce que ça a été longtemps réservé aux historiens d'art qui pensaient pouvoir dire le dernier mot sur le sujet. Et ils ont probablement une vue plus large sur cette question du point de vue de la représentation en peinture. Mais le point de vue du mathématicien, vous allez le voir, permet de temps en temps de rectifier quelques erreurs de tir, et en particulier des erreurs de tir qui tiennent au fait que la perspective, une fois établie, devient quasiment une seconde nature. Et cette seconde nature de la perspective fait que, au fond, on va jeter un coup d'œil complètement rétrospectif sur son engendrement, sur sa génération, sur son procès de production. Ce coup d'œil rétrospectif, il tient au fait que l'œil étant très, très vite accoutumé aux procédures, ou en tous les cas aux résultats de ces procédures dans les tableaux, dans la peinture, y compris dans la photographie, qui n'est qu'un avatar final de la question perspective, eh bien, cette vision-là fait qu'on ne peut plus penser la manière dont les gens pensaient avant l'invention de la perspective. Ça devient extrêmement difficile, et c'est en cela que je parle de seconde nature. Donc il est nécessaire, pour comprendre comment l'esprit est venu aux gens, de réfléchir à partir d'images que je vais vous montrer, tout en pensant bien que la masse des images que je vais vous présenter, et en particulier toutes celles qui sont postérieures à la naissance de la perspective, ne pouvaient pas exister avant qu'elles ne soient inventées. Donc je vais m'expliquer sur des images pour expliquer quelque chose qui ne pouvait pas faire l'usage de ces images-là. C'est un premier point important. C'est un point important parce qu'il peut permettre de comprendre en quoi l'invention de la perspective à un moment donné de l'histoire de l'humanité joue un rôle tout à fait essentiel, sans doute un rôle de rupture, préparé, comme je l'ai dit, par énormément de considérations préalables qu'on va essayer d'évoquer rapidement. Et il peut permettre de comprendre, si on admet un petit peu quelques idées de Piaget sur le fait que quelquefois les résistances que peuvent avoir les enfants, les adolescents et les adultes face à des
difficultés mathématiques sont des résistances que l'on peut retrouver dans l'histoire de la discipline elle-même, eh bien là aussi, on va s'en rendre compte. Si la perspective géométrique, géométrisée, théorisée apparaît autour de 1420 dans le monde de la Renaissance florentine, avec évidemment des tas de choses avant qu'on essaiera de voir, eh bien ça signifie que par rapport à l'ère du calcul, au début du calculus, au sens non pas anglo-saxon, mais au sens des petits cailloux que l'on met dans une bourse pour compter les brebis quand on les rentre le soir, eh bien ça fait plus de 3 millénaires, largement, que l'on court peut-être après cette chose-là, et on peut même se poser la question raisonnablement de savoir si l'on courait vraiment un petit peu après. C'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder la peinture pré-perspective avec un regard perspectif. Et là où c'est très très net, vous le verrez, c'est quand on regarde des éléments de peinture qui nous viennent d'autres contextes de civilisation. Nous avons en général un regard qui, cette fois-ci, n'est pas rétrospectif, encore qu'un peu, bien sûr, mais aussi européocentrique sur toute la production picturale du monde arabo-musulman ou du monde chinois, en voulant y voir quelquefois des choses que nous nommons aujourd'hui avec des mots savants que vous connaissez bien si vous avez fait un peu d'études de mathématiques, que sont la perspective cavalière, la perspective centrale conique, la projection parallèle qui se décline justement en diverses perspectives parallèles, dont la perspective cavalière, etc. Tous ces mots-là sont inadéquats pour parler quelquefois de certains modes de production, y compris certains modes de production d'images dans le monde occidental, dans lequel la perspective n'apparaît que tardivement. Donc, vous voyez l'intérêt que ça peut avoir lorsque l'on pense que dans l'enseignement en particulier, l'enseignement de ces questions-là est quelquefois traité, par exemple par le professeur de techno qui va faire un petit peu de dessin industriel au collège, quelquefois par un prof des écoles qui s'intéresse aux arts plastiques et aux rapports qu'ils peuvent entretenir avec les mathématiques. Le plus souvent, il s'intéressera plutôt aux arts ornementaux, les frises, les pavages, etc., et pas nécessairement à la manière dont on engendre les images. Et au moment où tout le monde nous rebat les oreilles sur le fait que la citoyenneté s'acquiert aussi au prix de la compréhension de ces images, c'est-à-dire le fait qu'il faille expliciter en quoi ces images peuvent être trompeuses, il est tout à fait paradoxal que l'enseignement de la perspective ne soit plus mené nulle part, quelquefois même plus dans certaines écoles d'art, puisque on m'avait demandé il y a quelques années de reprendre cet enseignement à l'école des Beaux-Arts à Caen, que les conférenciers, par exemple, du musée du Louvre n'avaient pas de formation particulière avant les années 80 et que là encore, on a fait appel à l'IREM de Caen parce qu'il se trouvait qu'on y avait mené des études sur le sujet. Et que dans les écoles d'architecture, il arrive quelquefois qu'on fasse aussi un petit peu l'impasse. Il y a encore dans les lycées professionnels où quelquefois on enseigne ces choses-là. C'est un petit peu embêtant quand on voit ce que les images perspectives peuvent donner à voir et à ne pas voir grâce à ce qu'on appelle le trompe-l'œil. Alors on va se lancer dans les... voilà. Dans les images, ceci n'est juste qu'une image pour régler. En revanche, celle-ci peut donner à comprendre ce dont nous allons parler maintenant. Il s'agit bien sûr de quelque chose qui nous fait immédiatement apparaître l'idée de point de fuite, idée qui est tout à fait essentielle dans la théorie perspective et que bien souvent on place à l'origine de la théorie elle-même, y compris historiquement, chronologiquement, ce qui, à mon sens, est une erreur. Alors n'allez pas me faire dire ce que je ne dis pas, ce n'est pas parce que le chemin de fer n'était pas inventé à la Renaissance qu'on ne peut pas parler de point de fuite. Il est clair, et ça avait été montré dans de nombreux articles, que plus l'homme façonne une nature vierge qui devient une nature au sens des géographes dans laquelle la place de l'homme importe, plus bien sûr ce genre de situation, c'est-à-dire de lignes parallèles très longues que l'on peut observer en les regardant debout, DE plus loin, BOUT, c'est un terme évidemment de la perspective, du dessin. Eh bien, plus on a de ce genre de choses, comme par exemple lorsque la charrue passe dans un champ et trace des sillons parallèles, lorsque les Romains construisent des routes très, très droites, par exemple dans les Landes, et très plates, eh bien, on peut être confronté à ce genre de constat qui est un petit peu embêtant, surtout quand on nous dit
très régulièrement qu'au fond, la géométrie euclidienne, l'un des postulats les plus importants, c'est le fait que les parallèles ne se rencontrent jamais. Or, essayez donc de faire passer un train sur des droites qui ne seraient pas parallèles, vous comprendrez que ça poserait un certain nombre de problèmes. Il n'y a guère que dans Tex Avery qu'on peut faire ce genre de choses. Si en plus j'ajoute ce petit dessin sur l'image plane que je produis avec ces rails réputés parallèles, au moins dans la première partie de cette image, eh bien, je m'aperçois immédiatement que cette fameuse seconde nature dont je parlais tout à l'heure est entièrement trompée ici par ces deux images. Je n'ai pas ici de petite animation qui permettrait de le montrer. Je vous demande de me croire sur parole. Je ne peux pas l'atteindre par le bras. Si je déplace le trapèze blanc que vous voyez en bas, image plane, il viendra recouvrir très exactement le trapèze blanc qui est en haut. Évidemment, on a tendance à ne pas en croire ses yeux, sauf si on comprend que le cerveau habitué à voir ce genre d'image plane, habitué aussi à voir des images de l'espace, avant même que ces images planes n'existent, dans lesquelles tout le monde le sait, et un l'a écrit, c'est Euclide au IIIe siècle, ou en tous les cas le pseudo-Euclide dans son optique, tout le monde sait que des objets identiques, s'ils sont plus éloignés de nous, seront vus comme plus petits. Donc, si nous considérons que ces deux trapèzes sont effectivement posés sur des traverses de la voie ferrée, le plus éloigné devrait nous paraître plus petit que celui qui est au premier plan. Le fait qu'il soit de même taille choque le cerveau qui est essentiellement mobilisé pour voir une illusion de l'espace, qui est une image en représentation perspective, ce qui est le cas avec la photographie, et le trapèze apparaît donc comme le second trapèze apparaît nécessairement comme plus grand que celui qui est au premier plan, dans la mesure où on ne voit pas comment il pourrait en être autrement si c'était une vue perspective avec deux trapèzes identiques posés sur les traverses. C'est le cerveau qui nous trompe. Ils sont égaux. Mais dans un cas, nous avons une image de l'espace, dans l'autre, nous avons une image plane. Ça veut bien dire qu'il y a en effet une seconde nature, c'est-à-dire quelque chose qui fait que nous avons une certaine compréhension de l'espace, au sens où nous l'appelons ainsi aujourd'hui, mais je voudrais faire deux remarques. Un, tant que nous n'avons pas d'images qui rendent compte de l'espace en deux dimensions, je parle des images bien sûr, alors que l'espace lui est en trois dimensions, ce genre de choses ne peut pas nous choquer aussi bien. Première idée. Deuxième idée, je parle d'espace alors qu'au moment où les gens commencent à se confronter à l'explication de la vision, ils en sont seulement à la vision de l'espace réel, un espace physique qui n'existe qu'en tant qu'il contient des objets réels. Le mot d'espace, d'ailleurs, le spatium, est à peu près équivalent en latin à l'intervallum, c'est-à-dire ce qui est entre les choses. Autrement dit, si vous voulez, la vision de l'espace n'est pas la vision de l'espace auquel nous pensons aujourd'hui, c'est-à-dire celui qui est défini dans les livres de géométrie. Je ne parle pas évidemment de l'espace de l'astronomie ou de la recherche spatiale, je parle de l'espace au sens où il a été défini en géométrie, c'est-à-dire d'un continuum infiniment grand dans toutes les directions, dans lequel se trouvent éventuellement des objets que l'on peut décrire. La géométrie d'Euclide est une géométrie qui s'intéresse à ces objets, qui va les décrire, qui va les mesurer, géométria, la mesure de la Terre, qui va en donner donc une idée essentiellement métrique, tout en sachant qu'il y a des problèmes qui sont d'ordre, on va dire, projectif, pour utiliser le mot qui convient, mais qui n'est absolument pas de rigueur, évidemment, du temps d'Euclide, c'est-à-dire des propriétés qui sont des propriétés d'alignement, des propriétés lorsque l'on regarde d'interaction entre les objets. Le fait que nous ayons deux yeux, par exemple, permet de comprendre le mouvement parce que le simple fait que nous nous déplacions ou que notre tête bouge un tout petit peu fait que l'aspect des choses change. Ce qui est derrière va disparaître en partie par rapport à ce qui est devant, et le moindre changement des deux yeux, le moindre clignement d'œil fait qu'on voit bien qu'il y a quelque chose là de tremblant en face de nous, qui fait que le bébé qui ne voit rien lorsqu'il naît
petit à petit va prendre conscience de la profondeur. Donc cet espace-là, bien sûr, il est compréhensible, mais il est compréhensible en tant que lieu dans lequel se trouvent des objets physiques, et les objets physiques qui sont les objets de la géométrie euclidienne. Ce dont je vais parler, moi, et c'est pour ça que je faisais tout à l'heure une remarque à propos de l'histoire de l'art, c'est de la perspective géométrique telle qu'on peut la comprendre aujourd'hui assez facilement, mais là encore, parce que c'est devenu une seconde nature au travers des images que nous pratiquons, et de ce point de vue, les jeux électroniques d'aujourd'hui ont sans doute encore plus facilité l'accès à ce genre de choses aux enfants et aux adolescents. C'est cet espace que nous regardons lorsque, par exemple, fiction, je suis devant une maison de poupée et que mon œil, et que je suis assez grand pour pouvoir voir au second étage, rez-de-chaussée compris, de cette maison de poupée. Lorsque je regarde cette espèce d'immeuble, dont je suppose qu'il est transparent, c'est une fiction qui ressemble un peu au panoptique de Bentham, les prisons transparentes, lorsque je le regarde, eh bien, voici non pas ce que je vois, parce que je vois quelque chose qui est assez approchant de ça, mais que je représente ainsi. Les deux images que je viens de donner sont la première, une vue cavalière, qui n'est toujours pas théorisée au moment où ces choses-là se mettent en place naturellement, de la situation, dans laquelle je me regarde voir, et une vue perspective de ce que je suis censé voir, mais en fait de ce que les peintres vont commencer à représenter pour donner à voir une certaine vision de la vision. Alors j'insiste là-dessus parce que d'une certaine manière, on pourrait dire que de la même manière qu'un enfant est entièrement égocentré très longtemps dans son enfance, il va sortir de cet égocentrage en se décentrant. Le meilleur moyen de se décentrer, on le sait bien quand on pratique un petit peu l'enseignement à l'école primaire, c'est d'apprendre à l'enfant à se regarder voir, c'est-à-dire à s'imaginer dans l'espace environnant dans lequel il vit, pour lui permettre de dépasser un espace auquel il n'accède que par le toucher dans la petite enfance, par la vue au bout d'un certain temps, et c'est ce qu'on appelle le mésoespace en termes cette fois-ci pédagogiques, c'est-à-dire un espace qui est accessible à l'œil, et enfin un macro-espace qui est un espace mémorisé, imaginé, dans lequel il peut évoluer en pensée et anticiper en pensée. Pour ça, il faut que l'enfant apprenne à se regarder voir. Ça n'est pas donné à tout le monde, ça n'est pas simple et ça peut être très long. Dans le cas de l'humanité, je dirais que d'une certaine manière, la capacité à se décentrer jusqu'à produire le modèle géométrique de ce décentrement qui permet de penser son œil en train de regarder un mur ou une fenêtre ouverte dans ce mur, c'est-à-dire une fresque ou un tableau posé sur ce mur, et ce qu'il y a au-delà de ce mur, cette capacité à se décentrer suppose de se regarder voir. Je pense que les premières personnes qui ont vraiment réussi à se regarder voir dans leur tête, puisqu'ils n'avaient pas le moyen que j'ai ici de le représenter sur une feuille de papier, ça a été Alberti, Brunelleschi, Piero della Francesca, peintre, architecte du XVe siècle, du Quattrocento italien. Pour ne donner qu'une idée, voilà ce qu'un enfant déjà pas mal avancé va produire comme image du réel. La voiture qui part en vacances, on la voit coupée. L'idée de faire une coupe n'est pas une idée tout à fait récente, elle est même probablement plus ancienne que la perspective elle-même, mais l'usage systématique en architecture est quelque chose de plus tardif. Vous remarquerez que ce n'est pas une moto mais une voiture, puisqu'il y a 4 roues. Si je veux qu'il y ait 4 roues, je dois les montrer. Imaginez quelque chose vu de profil dans une perspective parallèle, vous ne verrez pas ce qu'il y a derrière les 2 roues de devant, puisqu'elles seront cachées par celles qui sont derrière. Pensez à la sculpture babylonienne, pensez aux bœufs ailés qu'on peut voir au musée du Louvre, et vous avez l'explication de ce choix-là. Les bœufs ailés, ils ont même 5 pattes. Peu importe qu'ils en aient trop, l'essentiel, c'est que, quel que soit l'endroit dont on les regarde en tournant autour, ils en aient toujours 4. Pensez à la peinture égyptienne, où les personnages en vue de profil montrent leurs 2 bras et leurs 2 jambes, c'est-à-dire qu'ils sont en locomotion, rarement en station. Alors, des modes de représentation, il y en a énormément. On va les voir rapidement sous forme d'exercices de style imaginés par l'un des concepteurs de l'îlot Sténopé à la Cité de la Villette. Ce sont les autobus, enfin c'est l'autobus de Queneau, vous savez, c'est les exercices de style de Queneau, mais
déployés dans le domaine perspectif. Vous avez le plan et l'élévation d'abord. Vous remarquerez d'abord que le plan ici comporte des pointillés. Ça, c'est une convention qui apparaîtra plus tard, naturellement. Et ça n'est pas tout à fait le plan dans la mesure où ceci est plutôt une vue du dessus. Je vois le toit, mais je ne vois pas la marque au sol, l'empreinte du bâtiment. Ce qui va être utilisé par les architectes je ne dirais pas de toute éternité, bien sûr, mais du moment où on a commencé à projeter une maison et donc à en faire un plan, en le dessinant éventuellement au sol, c'est ce qui reste une fois que la maison est tombée, c'est la ruine. Et là, ce n'est pas le cas, hein, bien sûr. La vue du dessus nous montre évidemment le toit. D'autre part, vous remarquez qu'il n'y a pas une élévation, mais plusieurs, puisqu'il y a une élévation de profil, de face et d'arrière. Au fond, ici, ce que vous avez, c'est quelque chose qui préfigure le dessin industriel tel qu'il se mettra en place au XVIIIe siècle et qui donnera ensuite, évidemment, la géométrie descriptive de Monge. Une perspective cavalière. Alors, elle est exagérément longue. C'est un effet qui fait que probablement vous vous dites, mais ce n'est pas des parallèles. Si, c'est des parallèles. Là encore, vos yeux vous trompent. C'est-à-dire que l'autobus est tellement long que vous voyez des droites qui convergent vers l'avant parce que votre cerveau pense qu'elles devraient converger vers l'arrière. Et donc, si elles sont parallèles dans le dessin, alors votre cerveau les voit converger vers l'avant, puisque sinon, elles ne sont pas parallèles dans la réalité. Vous voyez que votre cerveau vous trompe. Et que ces choses-là relèvent de conventions qui ne sont pas si immédiates que ça. Ça pose un problème, par exemple, parce que si vous imaginez qu'au lieu d'un autobus que j'ai là, ce serait un cube, eh bien, je pourrais très bien représenter un cube, toutes choses étant égales par ailleurs. Vous voyez, vous avez 5 petits carreaux en largeur à la base, vous prenez 5 carreaux vers le fond, et vous avez à ce moment-là la partie cubique qui ne contient que la partie avant de l'autobus. Mais vous pouvez très bien imaginer obtenir une telle ombre portée du cube, par exemple, lorsque vous utilisez comme modèle skiagraphique, skiagraphia c'est la projection par l'ombre, de la perspective cavalière, le fait que lorsque vous posez un cube sur une planche en bois blanc, sous le soleil, eh bien, par les temps qui courent, le soir, cette ombre est très très longue, beaucoup plus longue que le cube lui-même. Ce qui veut dire en particulier que l'ombre portée au soleil, comme on disait au XVIIe siècle, par différence avec l'ombre portée au flambeau, l'ombre portée au soleil d'un cube peut donner une arête de cube en apparence beaucoup plus longue que l'arête du cube réel. Ce qui est très problématique d'un point de vue visuel, qui fait qu'on pense voir un parallélépipède rectangle au lieu d'un cube, mais qui a une importance extrême pour comprendre que ceci est purement conventionnel et qu'en perspective parallèle, on peut très bien choisir des grandeurs plus grandes que la réalité. Ce qui est en contradiction, en tous les cas à la Renaissance, avec les principes d'Euclide, les principes optiques d'Euclide, dans lesquels l'apparence doit toujours être plus petite que la réalité, ou éventuellement égale quand on a le nez dessus. Les apparences diminuent avec l'éloignement, mais en aucun cas elles ne sauraient être plus grandes. Alors bien sûr, il y a des arrangements avec le ciel. Tant qu'on n'en est pas à représenter, mais à essayer de comprendre le regard, comprendre la vision, on fait de l'optique physiologique, on mesure de façon angulaire, mais on ne mesure pas sur un plan de projection. Et donc, on ne se pose pas ces problèmes-là. Mais vous verrez que ces problèmes se poseront lorsqu'on abordera l'invention de la perspective elle-même. L'axonométrie, qui est une forme de perspective cavalière, ici, vous voyez que ça adoucit un petit peu le phénomène dont je parlais, mais vous avez quand même un tout petit peu le sentiment que les arêtes du toit ne sont pas tout à fait parallèles. Une perspective centrale de notre autobus 170, une perspective inversée. Alors là, je peux vous confirmer que les droites ne sont pas parallèles dans le dessin, pas plus d'ailleurs que dans la réalité qu'elle est supposée représenter. Cela dit, ce genre d'image existe tout à fait dans une peinture pré-perspective où on représentera volontiers une table dont on imagine bien qu'à l'époque où elle est représentée, elle est rectangulaire, comme ceci. Alors, ne venez pas me dire, mais on en a aujourd'hui des comme ça, les tables trapèzes qui permettent de faire des tables rondes, vous savez, en les juxtaposant, bien sûr, ça a cette forme-là. Mais au moment où je vous parle dans l'art byzantin, dans l'art chrétien pré-perspective, il est clair que ce genre de table est une représentation d'une table rectangulaire. Et donc c'est une perspective inversée qui est utilisée, et il n'y a pas d'exemple seulement que dans les contextes occidentaux, mais aussi dans d'autres contextes. Alors on pourrait parfaitement bien imaginer ce genre de projection.
En fait, ce genre de projection de perspective cylindrique, on en a des exemples chez les géographes. Et lorsque Ptolémée va tenter de donner une idée de la sphère terrestre en la projetant suivant certains modèles, à partir du pôle Nord, ces idées-là seront reprises à la Renaissance, ce n'est pas un hasard si ça se passe à la même époque, pour produire d'autres modèles, tels que par exemple un modèle cylindrique qui consiste à projeter sur un cylindre qui s'appuie sur l'équateur de la sphère. Eh bien, on obtient alors des choses de ce type-là, et ce sont des choses qui, de façon tout à fait pragmatique, ont pu être représentées au préalable par des peintres qui souvent ont fait figure d'avant-courrier de toutes les inventions dont on va parler ce soir, puisqu'ici vous avez une miniature de Fouquet dont vous voyez qu'il y a une procession de personnages à cheval qui tournent le coin ici d'une ruelle. Et si vous regardez le dallage au sol, le pavage au sol, qui est probablement formé de lignes parallèles, il est incurvé. Et on a d'autres exemples chez Fouquet, malheureusement je n'ai pas cette image-là. Une annonciation de Fouquet, par exemple, distingue le monde de la Vierge du monde de l'ange qui vient faire annoncer la nouvelle à la Vierge, avec d'un côté une perspective centrale assez bien maîtrisée déjà chez Fouquet. Fouquet est quelqu'un qui en connaît les règles, c'est à la fin du XVe, début XVIe siècle, et vous avez donc une perspective centrale pour la Vierge, donc des parallèles qui restent parallèles, et une perspective qu'on qualifierait, même si elle a été faite de façon pragmatique, de curviligne, dans la partie gauche, où vous avez l'ange, comme s'il s'agissait de distinguer le monde temporel de la Vierge du monde spirituel de l'ange, qui vient raconter, est-ce un rêve, on ne sait pas, à la Vierge qu'elle va être enceinte des œuvres de Dieu. On en verra d'autres exemples tout à l'heure. Alors voilà une perspective sphérique, toute chose qu'on sait faire aujourd'hui par le biais de la photographie, en particulier en utilisant un fish-eye qui ouvre quasiment à 180 degrés sur un 24-36 par exemple, mais qui peut être traité autrement. Alors cette vue du dessous de l'autobus permet de voir le quadrillage sur lequel elle est construite. Mais on pourrait très bien le présenter en vue du dessus. Vous verrez des exemples de tout à l'heure. Vous voyez que l'autobus n'est pas complètement scandaleux. Évidemment, comme on est en vue du dessous, il y a un effet de fuyante des verticales qu'on appelle un effet de fuyante obtenu de sotto in su, c'est-à-dire en regardant du bas vers le haut. Mais ce genre de fuyante n'est pas complètement scandaleux et l'autobus apparaît à peu près pour ce qu'il est. Sauf que si vous regardez bien ce qui se passe en dessous de l'autobus, vous avez deux systèmes de parallèles qui convergent sur une arête centrale et c'est ce qui a fait appeler ce type de perspective par le philosophe historien d'art Erwin Panofsky au début du XXe siècle, un schéma en arête de poisson. Je discuterai tout à l'heure de la validité, de la pertinence du schéma de Panofsky, et c'est pour ça que je voulais vous le signaler. Alors, juste quelques remarques sur ces différents procédés. Certains peuvent être extrêmement ambigus. Dès que vous utilisez un système de perspectives parallèles tel qu'une perspective cavalière ou une axonométrie, vous pouvez produire ce genre d'objets, un peu incongrus évidemment, un peu difficiles à lire et à comprendre. Ce sont tous les objets impossibles que l'on a pu voir, qui ont été utilisés d'ailleurs en psychologie par Penrose et d'autres, et qui par ailleurs ont été utilisés aussi à des fins plastiques par quelqu'un comme Escher, tout près de nous, mais aussi par Vasarely dans ses constructions de losanges, etc. Évidemment, ça ne viendrait pas à l'idée immédiatement, le rabattement et la projection ensuite sur un plan d'un tel rabattement, transformation de type topologique ici. Celle-ci, en revanche, a de l'intérêt parce qu'elle illustre ce que je disais tout à l'heure sur la déformation que peut produire la perspective linéaire lorsque, abandonnant l'idée d'une vision étudiée d'un point de vue physiologique et comme mode d'appréhension de l'espace, pour aborder l'idée que l'on va inventer un mode de représentation de l'espace, et donc c'est ça qui se joue autour de l'invention de la perspective géométrique, c'est l'idée qu'on va vers une représentation, une nouvelle présentation, en un sens strict ici, en un sens large au XVIIe siècle, lorsque l'on verra, par exemple, que
les deux personnages que j'évoquais en préambule, Descartes et Desargues, vont proposer deux représentations des mêmes objets, à savoir d'un côté Descartes, une représentation algébrique des coniques en résolvant un problème célèbre qui était jusque-là irrésolu, qui est le problème de Pappus, et de l'autre côté Desargues qui va proposer une représentation projective, ou en tous les cas perspective des coniques. Tous les deux vont engendrer deux nouveaux modes de géométrie par ces représentations différentes. Mais on peut mettre en parallèle la représentation algébrique et la représentation perspective, comme on le verra plus tard. En tout cas, ici, l'anamorphose est un des problèmes qui est posé par la perspective, c'est que l'on peut obtenir en marge des tableaux des déformations telles qu'elles deviennent insupportables à la vision. Ici encore, on reconnaît bien l'autobus, parce qu'il y a quand même un rétroviseur et un numéro 170 lisible. L'anamorphose n'est pas très déformante, mais si vous la rendez extrêmement déformante, à ce moment-là, vous pouvez obtenir des images qui sont indescriptibles si on n'est pas capable d'y reconnaître le réel, et on verra peut-être cela un peu plus tard. Alors voilà encore une autre possibilité, perspective centrale d'une inversion de l'espace. Vous voyez qu'il y a moyen de s'amuser pas mal. Alors là, c'est du Tex Avery pour le coup. Alors bien évidemment, avec une pareille typologie, mais qui est une typologie faite après coup, on peut commencer à regarder de la peinture et dire « Oh ben ça, c'est de la perspective cavalière. C'est de la peinture chinoise, c'est du XIe siècle, mais ça remonte au moins au VIIe. Vous savez qu'en Chine, les supports s'abîment très vite et que la peinture est souvent une copie de copie de copie faite au fil des siècles à la manière d'eux. Il y a une tradition picturale importante qui est une tradition qui est chez les lettrés, et ces lettrés sont avant tout des poètes et des illustrateurs de leur poésie. La couleur intervient au travers des matériaux, le support lui-même qui reste brut. Il n'y a pas de couche, de sous-couche qui est faite. Et la couleur est produite plus tard par des lavis d'encre de Chine de couleurs différentes. Mais au départ, l'encre est noire et rouge. C'est celle des sceaux et de la poésie chinoise. Alors effectivement, les tables que vous voyez là ont l'air d'être en perspective cavalière. Alors, je dis bien ont l'air, parce qu'on verra tout à l'heure que ça n'est pas tout à fait le cas. Même chose dans un monde arabo-musulman où la représentation du vivant, voire du sacré, n'est pas toujours acceptée, mais c'est le cas, et encore tardivement ici, puisque c'est le XVe siècle, dans ces miniatures persanes, donc dans le berceau de nos civilisations. On est entre le Tigre et l'Euphrate, si on veut. Et vous avez ici donc un bassin qui est représenté suivant quelque chose qu'on qualifierait volontiers de perspective parallèle ou de perspective cavalière. Ce serait commettre une erreur. La perspective cavalière, la perspective parallèle, ce sont des choses qui seront théorisées, qui existent de façon pragmatique pour représenter des objets par-ci, par-là. Mais ce sont des choses qui seront théorisées seulement au XVIe, XVIIe siècle dans le monde occidental, après que l'on ait théorisé la perspective centrale. Autrement dit, vous pouvez très bien voir dans un même tableau du monde occidental quelque chose qui serait comme ceci pour un bâtiment à toit pointu, et quelque chose qui pourra très bien se présenter comme ceci, lorsque vous êtes de l'autre côté du tableau, parce qu'ici vous allez avoir par exemple un Christ en majesté, et donc ces deux objets-là sont, à strictement parler, représentés suivant une perspective tout à fait acceptable, mais ils sont représentés symétriquement, c'est-à-dire que la loi qui voudrait que toutes les parallèles le restent dans la représentation suivant une direction donnée, évidemment ne vaut pas pour l'espace tout entier. Donc, si perspective cavalière il y aurait, eh bien, ce serait de manière locale. Et on ne peut pas parler de théorie si on parle seulement du local et pas de l'espace dans son ensemble. Donc l'espace n'y est pas. Les objets de l'espace y sont, et ils y sont suivant des modes de représentation différents. Vous pouvez constater que c'est vrai aussi là-haut, et encore, ça, ce sont des choses que l'on n'en rencontre que dans un domaine particulier de l'art chinois. C'est l'art lié au bouddhisme. On trouve ça dans les grottes de Danang. Et vous voyez que les bâtiments qui sont représentés là-haut sont pour les uns
dans une perspective que l'on qualifierait de façon erronée de cavalière, et d'autres de fuyante, avec des fuyantes vers un point, alors qu'on a des droites qui sont parallèles dans la réalité. Et encore, ça n'est qu'une partie de la fresque. Vous voyez ici un Bouddha en majesté probablement qui apparaît, et vous pouvez être certain que de l'autre côté de la fresque, je n'ai pas l'image donc je ne peux pas vous le montrer, vous avez le même type de représentation, mais placé de façon symétrique de l'autre côté. C'est cela aussi, cette symétrie-là, qui peut expliquer l'usage du schéma en arête de poisson. Alors voilà un autre exemple qui est intéressant parce qu'il nous amène aussi sur un autre terrain qu'on aura peut-être le temps d'aborder, mais ça je ne sais pas, c'est celui de la question de la mise en scène et de l'image. C'est-à-dire qu'on a le sentiment ici, il s'agit cette fois d'un paravent laqué, japonais, c'est l'école des Tosa, on est au XVe siècle aussi, et vous avez donc le sentiment que vous êtes en train de regarder de façon tout à fait indiscrète dans un intérieur. Alors ça, c'est une vision absolument fausse. En fait, il s'agit d'un patio, il n'y a pas de toit. C'est une vue dont on pourrait dire qu'elle est à vol d'oiseau, mais qui correspond plutôt à cette idée qui est très propre aux arts extrême-orientaux, qui est qu'on découvre le réel par sauts successifs. Derrière la montagne, je vais découvrir un arbre ou peut-être une rivière, et derrière cette montagne, je vais découvrir une autre rivière. Les plans vont être aménagés, en effet, mais c'est plus pour donner à voir la petitesse de l'humain face à la grandeur de la nature, ou bien éventuellement à découvrir des lieux tels que les jardins à la chinoise ou à la japonaise de façon progressive, et pas du tout l'idée que l'on va regarder d'une seule œillade, comme le proposeront les jardins à la française au XVIIe siècle, par exemple. On ne regarde pas d'une seule œillade, nous ne sommes pas au théâtre. Or, vous verrez que, une fois inventée la perspective centrale dans le domaine de la peinture, c'est-à-dire dans le domaine de l'image plane, elle va essaimer dans d'autres domaines, c'est-à-dire qu'elle va essaimer en particulier dans le domaine du théâtre. Le théâtre, avec l'unité de temps, de lieu et d'action que vous connaissez au XVIIe, dans le théâtre classique français, c'est quelque chose qui dépend en partie de l'invention du point de vue unique et du point de fuite en face de ce point de vue. On va voir la théorie ensuite. Et cette invention-là va produire des décors de théâtre dans l'espace qui vont être des décors que l'on peut changer éventuellement à vue, mais qui vont rester pendant tout un acte et éventuellement pendant toute la pièce si nécessaire au moment de la grande période classique. Et ce décor-là va être en perspective ou fin en perspective. Feindre et peindre, c'est la même racine. Ici, donc, c'est plus la tradition d'aller regarder les choses en jetant un œil par-dessus, c'est-à-dire un œil qui est un œil intérieur et non pas un œil réel. Même si les peintres japonais ou chinois sont très très attachés à la réalité de ce qu'ils peignent. S'il manque un pétale à une fleur, ça ne va pas. Ils le feront savoir aux peintres jésuites à la cour de Chine au XVIIIe siècle. Ça n'a rien à voir évidemment avec ceci. Ceci, c'est la première apparition en peinture, véritablement, de l'axonométrie. Et pour vous dire que, d'une certaine manière, cette axonométrie utilisée après l'invention de la perspective centrale et la perspective cavalière, c'est la même chose, par des ingénieurs et des architectes, ne retournera du côté de la peinture que très tardivement, puisqu'il s'agit d'une toile d'une exposition du mouvement de Stigle en 1922. Dans ce mouvement de Stigle, vous avez donc les peintres Camille van Esteren et Theo van Duisburg en particulier, mais qui sont aussi architectes. C'est un mouvement qui travaille dans les deux domaines, un peu comme le Bauhaus. Et ces peintres-là donc théorisent tout cela en matière de peinture, pas seulement au profit de l'architecture. Et parmi eux, vous avez El Lissitzky qui rejoindra les rangs du suprématisme par la suite. Alors, il est très intéressant d'entendre El Lissitzky, dans ses écrits, dire que, en faisant ce genre de peinture, le peintre rompait avec la peinture de sujet, c'est-à-dire la peinture vue d'un point de vue, donc avec la peinture de perspective. La photographie est inventée depuis longtemps, hein, et que l'on allait voir ce qu'on allait voir, mais qu'on allait enfin ne plus avoir de peinture subjective d'une certaine manière, c'est-à-dire vue d'un certain point de vue et d'un certain sujet. Non, on allait avoir une peinture dégagée de ce genre de considérations qui nous viennent de Saint-Augustin, de Descartes, parce qu'au fond, le cogito commence par le vidéo. Je vois, donc je maîtrise la nature.
Je pense, donc je suis. La rupture avec cela, donc, Lisitzky pense pouvoir la faire en faisant ça. Or, il y a belle lurette, puisque Desargues déjà le dit au XVIIe siècle, que l'on sait, que la perspective parallèle, c'est une perspective dans laquelle le point de vue a été rejeté à l'infini. Raison pour laquelle, le lapsus est révélateur, les rayons visuels sont parallèles. Les rayons visuels sont parallèles, ils viennent de l'infini, et le modèle skiagraphique de la perspective centrale, c'est un modèle dans lequel la source lumineuse est à distance finie, c'est un flambeau réduit à un point qui projette de la lumière sur les objets et qui donc font que l'image d'un cube sur un plan va donner des rayons divergents d'un côté, mais aussi convergents vers un point qu'il faut déterminer, et que la perspective cavalière, son modèle, c'est la skiagraphie, c'est-à-dire l'ombre au soleil, où les rayons sont quasi parallèles, puisque le soleil est tellement loin que le non-parallélisme de ces rayons est quasi imperceptible. Donc, vous voyez que Lisitzky, là, s'est lourdement trompé. En fait, la perspective axonométrique a été utilisée dans un cas particulier qu'on appelle la perspective militaire, qui consiste à conserver le plan au sol dans ses dimensions, enfin, éventuellement réduites, mais comme on dit en vraie grandeur, même si c'est en grandeur réduite par une homothétie, et à élever sur ce plan les verticales. Ce genre de dessin pratiqué au XVIIIe siècle, vous savez, dans les écoles d'architecture, c'est très très courant. Ça permettait de rendre compte à la fois du plan et de l'élévation. Ce genre de dessin est pratiqué tout à fait couramment, on va le voir, depuis fort longtemps. Et c'est en fait une projection, une perspective cavalière particulière qu'on appelle, que j'appelle en tout cas la perspective militaire. C'est le plan qui est conservé. De façon pragmatique, on a déjà ça en Égypte au XVIIe siècle avant Jésus-Christ. Ceci est un bassin vu du dessus, donc le plan du bassin y est, et les arbres sont rabattus tout autour. Cela dit, vous voyez qu'ils sont rabattus du bas vers le haut, pour ce qui est de ceux du bas et ceux du haut, mais qu'en revanche, à droite, ils sont rabattus vers la droite. Donc le procédé n'est pas systématique. On ne peut pas dire qu'il y ait ici une théorie absolue de la projection militaire naturellement. De la même manière, pour que l'on reconnaisse les objets, ils sont le plus souvent représentés de profil. Si vous avez essayé de voir un canard vu du dessus, ça ressemble plutôt à un œuf sur le plat, la tête sur le corps. Et donc, en fait, ici, le canard est vu de profil. Les poissons aussi, parce que, mis à part, comme je le dis souvent, les sols et les limandes, ce n'est pas très facile à reconnaître en vue du dessus un poisson. Et les lotus ou les nénuphars sont représentés aussi de profil, de même que les arbres, pour qu'on reconnaisse la flore naturellement. Mais voici un exemple assez troublant de plan d'architecture égyptien qui date d'avant Jésus-Christ naturellement, largement, dans lequel vous avez un exemple de rabattement sur le sol, tout à fait analogue à ce qu'on fera au XVIIIe siècle pour représenter les arbres dans un jardin. Ça, c'est l'art du jardin de Buchotte, où on utilise donc cette perspective militaire. Alors, faut-il dire que la perspective naît à la Renaissance alors que l'on peut voir des choses comme celles que je vais vous montrer maintenant? Vous avez ici une fresque de Pompéi dans laquelle on voit bien que la profondeur est rendue en particulier par la lumière, les ombres et les lumières. Pour le reste, la partie que vous voyez au fond, qui a l'air d'être un dé ou un arc de triomphe, est représentée dans un mode perspective qui s'apparenterait à une perspective cavalière. Il faut bien concevoir que tout ceci est probablement une fresque à l'image de ce qu'on faisait dans le théâtre romain à l'antique, où vous aviez un fond, une toile de fond ou quelque chose en dur, une architecture en dur, derrière le proscénium sur lequel évoluaient les comédiens. Alors ici, c'est très net parce qu'on voit des masques qui sont les masques de la comédie et de la tragédie. D'ailleurs, on en retrouvera tout à l'heure. Vous voyez qu'on est tenté de parler évidemment de perspective cavalière, sauf que si vous regardez les chapiteaux des colonnes qui soutiennent le toit ici, ils sont peints comme s'ils n'avaient pas d'épaisseur. Alors voilà des exemples troublants mais intéressants. Le premier, qui est encore une fresque de Pompéi, qui donne bien le sentiment de quelque chose qui converge vers le centre, mais qui est traité effectivement
sur le modèle que Panofsky décrivait d'un schéma en arête de poisson. On est plus dans la symétrie que dans les fuyantes. D'une manière générale, les fuyantes, je vais vous dire, ça n'est pas ma tasse de thé. Penser des fuyantes dans un environnement où la géométrie s'intéresse à un espace réputé fini à cause de l'école des Éléates, par exemple, qui ne veut pas entendre parler de l'infini. Donc l'espace est fini dans toute la pensée grecque, à quelques exceptions près naturellement, et elle sera reprise comme telle, en particulier dans le cours du Moyen-Âge, lorsque saint Thomas d'Aquin fera la liaison entre le monde païen, au travers des théories d'Aristote, et les canons de l'Église chrétienne. Et donc cette philosophie qui va perdurer jusqu'à la Renaissance est une philosophie qui s'appuie entre autres donc sur une géométrie d'Euclide d'application stricte, je dirais, avec des règles qui, entre autres, font que la ligne droite, ça n'est pas un objet immédiatement infini, mais c'est au fond ce que nous appelons aujourd'hui un segment. Une ligne droite, c'est quelque chose qui part d'un point et qui va à un autre point. Par conséquent, quand des historiens d'art au XIXe et au XXe siècle commencent à prolonger des lignes droites d'architecture pour montrer qu'elles convergent ou qu'elles ne convergent pas et essayer de voir si elles ont été faites en perspective, c'est une chose que l'on peut faire pour voir si ça converge et voir qu'il y a probablement une règle qui a conduit à quelque chose de projectivement correct. Mais dire que le point de fuite existe et qu'il a été inventé immédiatement pour construire ces lignes-là, ça c'est une erreur profonde que je désapprouve, parce que c'est faire abstraction du niveau de connaissance géométrique de tout géomètre, en particulier dans le domaine des peintres, des architectes, où on ne pratique que la géométrie pratique, et non pas une géométrie entièrement théorique qui reste à venir, parce qu'on redécouvre seulement Euclide et Apollonius dans le cours du XVe siècle. Et cette géométrie-là est une géométrie dans laquelle ce sont les objets qui définissent les grandeurs que l'on mesure, et non pas un espace qui n'existe pas, qui est encore à venir. Pour vendre la mèche dès maintenant, les premiers à dire ce qu'est une ligne droite au sens d'une droite infiniment prolongée et actuellement prolongée, parce que Euclide accepte l'idée qu'on puisse prolonger une droite si c'est nécessaire à sa construction. Donc l'infini potentiel est présent chez Euclide, mais pas l'infini actuel, c'est-à-dire l'idée que cet infini, on pourrait l'atteindre. Les premiers à l'énoncer, ce sont des géomètres du XVIIe siècle, et c'est évidemment le fameux Desargues dont j'ai parlé il y a un moment, et son élève en géométrie qui s'appelle, excusez du peu, Blaise Pascal. Donc là, commencer à prolonger des droites pour s'apercevoir qu'elles tombent sur un axe central, bah oui, c'est ce que vous obtenez en faisant de la symétrie. Voilà ce qu'on obtient, avec des difficultés évidemment au plafond. Parce que vous avez des parallèles, les unes ne se rencontrent pas, les autres ne se rencontrent pas, mais deux par deux, elles se rencontrent. En bas, le premier plan masque la misère, si on le dit comme ça, c'est-à-dire si on le dit de façon rétrospective en disant « ces gens-là, décidément, ne savent pas dessiner », il est bien clair que savoir dessiner, ça n'est pas savoir faire de la perspective, je pense que vous m'aurez compris. En revanche, ça aide pas mal et ça donne à voir quelque chose de tellement prégnant qu'ensuite c'est difficile en effet de s'en débarrasser, et on s'en est tellement peu débarrassé que, mis à part la parenthèse de l'abstraction en peinture, eh bien, le grand retour du refoulé s'est fait dans le domaine numérique, puisque le moyen de modéliser la représentation du réel, c'est évidemment les règles de la perspective que l'on va retrouver dans tous les logiciels de dessin aujourd'hui. Alors, pour vous donner un petit peu une idée du problème, voici un exemple, c'est le rétable dit de Grabov, qui est peint par un peintre dont on n'a pas retenu le nom. Grabov n'est pas son nom, bien sûr. Et vous voyez le sol sur lequel est posé l'un des personnages, eh bien vous avez quelque chose qui ressemble en effet à un schéma en arête de poisson si on prolonge ces lignes simplement pour vérifier qu'il y a cet axe de symétrie et pas pour dire qu'il y a un axe de fuite. Alors il s'agit donc, je l'ai dit, de théâtre dans le cas de l'Antiquité, très souvent dans les fresques de Pompéi en tout cas, et vous en avez un exemple ici, qui est extrêmement problématique pour moi parce que il est un exemple où, effectivement, lorsque vous prolongez toutes les lignes parallèles qui sont dans la réalité perpendiculaires au plan du tableau, elles convergent en effet en un point de fuite central. Ce point de fuite central est un point de fuite de fait. Pour autant, ça ne veut pas dire
qu'il a été utilisé pour la construction. J'ai même tendance à penser que sûrement non, pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure. En tout cas, lorsque la notion de point de fuite apparaît à la Renaissance en 1420-1430, cette notion de point de fuite apparaît à la suite d'un raisonnement sur voir le voir et pas du tout d'une construction ex abrupto partant du point de fuite, et on va le montrer tout à l'heure. Donc ici, c'est une reconstruction a posteriori qui, à mon avis, ne dit rien là-dessus, sauf que ça a eu une incidence tout à fait importante, puisque les premiers cas où l'on parle de perspective dans les livres théoriques de l'Antiquité, c'est chez Vitruve, qui est un auteur latin du 1er siècle, qui a écrit un traité d'architecture, dans lequel on trouve décrit, d'une part, l'orthographie, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui l'élévation, l'ichnographie, excusez-moi, qui est le plan, l'ichnographie, et la scénographie, qui est quelque chose qu'il définit comme les apparences, ce qu'on peut voir, ce que l'œil peut donner à voir, et qui a été traduit seulement au XVe siècle, c'est-à-dire quasiment en même temps que l'invention de la perspective centrale, et ensuite au XVIIe par Perrault, l'architecte, et dans des termes tels que toute l'ambiguïté du texte latin devient non ambiguë. Il est clair que Vitruve parlait de la perspective centrale lorsqu'il parlait de la scénographie. À mon avis, c'est une mésinterprétation du texte, et c'est une mésinterprétation entérinée par plusieurs siècles de perspective centrale déjà du temps de Perrault, 2 ou 3 siècles, et pour nous encore plus, puisque plusieurs siècles après, il y a des gens qui continuent à traduire ce texte dans ces termes-là, ce qui ne me paraît pas tout à fait convenable. Alors, on va donner juste quelques exemples d'images pré-perspectives, largement pré-perspectives, où on essaie quand même d'embrasser d'une seule œillade des événements importants. Une scène ici du XIIIe siècle, XIIe même peut-être, une miniature dont le nom m'échappe, mais enfin, peu importe, c'est un anonyme, je voudrais juste la situer, c'est en Espagne. C'est une miniature dans laquelle on voit une table en vue du dessus, dirions-nous, les plis qui tombent devant la table en vue de face, les assiettes en vue du dessus et les coupes en vue de profil, pour dire ça dans des termes qui n'ont strictement pas encore de sens à ce moment-là précisément. Simplement, vous comprenez bien qu'une coupe à boire et une assiette vue du dessus, c'est la même chose, hein, sauf si vous ne prenez pas la même couleur, évidemment. Donc, on fait des choix assez différents. Vous remarquerez que le fond qui sert à cette scène est un fond étoilé. C'est l'équivalent de ce qu'on utilise couramment dans la peinture byzantine et pré-perspective chrétienne, du fond doré sur lequel on représente le sacré, car la peinture a essentiellement pour fonction de représenter le sacré. Qu'est-ce qui reste de ce sacré ? Éventuellement les étoiles, qui sont aussi le fond étoilé de la sphère des fixes, imaginée par Aristote, enfin et par ses prédécesseurs, c'est-à-dire cette espèce de grande bulle sphérique qui contient l'ensemble du monde existant et qui le limite. Alors, que les étoiles soient accrochées sur cette bulle ou que ce soit le feu extérieur à cette bulle, parce que ça n'est peut-être pas le néant qui produit ces lumières, peu importe, mais on va retrouver cette idée assez couramment. Ça n'est pas seulement une affaire de nuit pour situer la scène la nuit, bien sûr. Autre exemple de représentation de la scène par Duccio di Bonisegna, on est au XIVe siècle, excusez-moi, au Trecento donc, et vous avez un plafond à caisson qui donne le sentiment d'une telle représentation perspective. En fait, quand on prolonge les lignes, on s'aperçoit que ça produit un schéma en arête de poisson, et de toute façon, il y a une contradiction avec les lignes que constituent les zébrures sur la nappe, les lignes marron que vous voyez sur la nappe de chaque côté, qui sont des dessins. Et ces lignes-là sont parallèles, c'est-à-dire que la nappe serait traitée dans une perspective que nous qualifierions de cavalière, et on sent bien que cette table bascule vers l'avant. Alors il y a un symptôme très net de cela, c'est que le fond doré de la peinture byzantine ou pré-chrétienne est un fond doré qui va subsister sous la forme des auréoles. Auréoles qui, pour l'instant, sont des cercles mis à plat autour des têtes. Et si vous regardez les personnages qui sont devant la table, ils ont perdu leur auréole.
Ben oui, parce que s'il l'avait, il n'y a pas 5 Judas dans l'affaire du Christ, il n'y en a qu'un. S'il l'avait perdu, ce n'est pas par indignité, c'est simplement parce que s'il y avait des auréoles, eh bien ça masquerait évidemment ce qui nous intéresse, c'est-à-dire ce qui permet de comprendre pour quelqu'un qui ne sait pas lire que l'un des épisodes des évangiles, c'est le dernier repas, la scène. La même, traitée par Léonard de Vinci en perspective, présente cette curiosité qui montre bien qu'il y a eu un saut qualitatif énorme entre celle que nous venons de voir et celle que peindra Léonard à la fin du Quattrocento, au tout début du XVIe siècle, donc du Cinquecento. Vous avez une scène qui est peinte, vous le savez, dans un réfectoire en hauteur et qui est inaccessible à l'œil, puisque le rond que vous voyez dans la partie basse, c'est la hauteur moyenne de l'œil humain, 1m60, 1m65, peut-être un peu plus maintenant, évidemment, et 3 brasses en gros. 3 brasses florentines, ça fait 1m56, pour être précis, dans la théorie d'Alberti, par exemple. Et en fait, pour regarder cette fresque, il faut se placer en face du point de fuite principal. Et le point de fuite principal, vous le voyez, c'est le rond qui est marqué, enfin, qui le désigne et qui est autour de la tête du Christ. Donc, à moins de monter sur un escabeau, vous ne verrez jamais cette fresque de face. Ça n'a plus d'importance. Pourquoi ça n'a plus d'importance ? En 80 ans, l'invention de la perspective centrale fait que quelqu'un qui peint un tableau en perspective n'est pas obligé de le placer à l'endroit d'où il faut le regarder pour le voir tel qu'il a été conçu, c'est-à-dire depuis l'œil du peintre. On peut le mettre n'importe où. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire en termes géométriques que la composée de 2 projections est une projection. Ça veut dire que si vous regardez d'ailleurs quelque chose qui est peint et qui est projectivement correct du point de vue du fait qu'il a été construit en perspective, le reste, si vous le regardez de biais, et sauf à être vraiment tout à fait de biais et de ne plus rien voir, vous aurez le sentiment d'une perspective correcte, avec tous les guillemets qui s'imposent naturellement, du simple fait que vous l'aurez regardé sans vous placer nécessairement au bon point de vue. Pour vous montrer que très vite on a joué avec les règles d'une perspective devenue très vite seconde nature, eh bien les noces de Cana qui sont peintes par Véronèse au milieu du XVIe siècle sont de la même manière quelque chose qui sont traités non correctement projectivement, mais c'est fait exprès, c'est-à-dire qu'il y a une telle maîtrise de la perspective que l'on utilise des procédures qui ne sont pas correctes pour améliorer le résultat. Si vous vous souvenez de ce tableau, il est au Louvre, il occupe tout un mur, il est monumental, et si vous vous trouvez en face de ce tableau, dans la partie gauche ou dans la partie droite, vous voyez les colonnades qui sont là. Si elles avaient été traitées dans la même perspective que le centre du tableau, dont le point de fuite, vous le voyez, est très nettement au-dessus de la tête du Christ, puisqu'il est dans les nuages tout à fait au-dessus. Vous voyez la pyramide de rayons visuels qui va vers le haut, là-bas, eh bien c'est là qu'est le point de fuite. Il est situé très haut. Ça veut dire que la personne qui a peint ce tableau se pense face à la scène en étant en surplomb, c'est-à-dire qu'il a une vision, cette fois-ci, dessus, in sotto, du haut vers le bas, une vision plongeante, pour le dire dans des termes d'aujourd'hui. Eh bien, cette vision-là aurait produit des colonnes extrêmement larges et qui, vues de face, lorsque l'on regarde le tableau en étant face aux colonnes, auraient été insupportables. Pour permettre que ces colonnes ne s'étendent pas sur une très grande largeur, c'est-à-dire ne soient pas anamorphosées, il choisit un point de fuite particulier pour toute l'architecture gauche. Ce point de fuite particulier, il est beaucoup plus bas à gauche de celui que je viens de nommer, en tous les cas de l'axe de symétrie. Et pour la partie droite, le point de fuite, vous le voyez, il est un peu plus bas sur la balustrade à droite. Quant aux parties arrière de l'architecture, elles convergent vers le centre, un peu plus bas que le point de fuite central du sol. Donc tout ça est un aménagement voulu par Véronèse pour améliorer la vision. Revenons à l'affaire des auréoles, parce qu'elles vont nous donner du grain à moudre en mathématiques. Les voilà toujours circulaires, et tout d'un coup, ceci est une fresque de Piero della Francesca, elles sont solidaires de la tête, c'est-à-dire que ce n'est plus un fond d'écriture, c'est quelque chose que la tête emporte avec soi, et elles deviennent évidemment d'une forme dont nous savons aujourd'hui qu'elles sont elliptiques. En fait, que ceci soit une ellipse, du fait de la perspective, ce sont les premiers perspecteurs qui le montreront de façon approchée en utilisant des polygones réguliers, d'une certaine manière,
qui sont inscrits à l'intérieur du cercle qu'ils vont représenter ensuite sous forme de polygones déformés inscrits à l'intérieur d'une courbe menée point par point de chic, comme on dit en peinture, et qui donneront des formes ovoïdes. Et on verra en particulier un Dürer, dans des techniques perspectives qui s'apparentent plutôt à des projections orthogonales, montrer que lorsque l'on coupe un cône par un plan, eh bien, le résultat obtenu est bien une forme ovoïde, sauf qu'il est tellement convaincu qu'il s'agit bien d'un œuf et non pas d'une ellipse qu'il va l'appeler ovale et donc de la forme de l'œuf, tout en ayant fait un tracé tout à fait rigoureux en utilisant une double projection orthogonale qui s'avère être les prémices de ce qu'on appellera donc la géométrie descriptive, après qu'on ait utilisé ce procédé chez les tailleurs de pierre pour faire 2 projections orthogonales de ce que l'on avait à tailler. Alors ça peut donner ça chez Andrea del Castagno, et même un simple filet doré chez Veneziano. Donc voilà, nous sommes en train de passer d'un monde qui s'inscrit sur fond doré, le sacré, à un monde profane, avec ici un ciel noir, mais qui n'est pas le ciel noir étoilé de tout à l'heure, qui est un ciel noir qui est celui du Golgotha au moment où le Christ meurt. Une grande tempête, un grand orage se poursuit, le ciel s'obscurcit, les rideaux du temple se déchirent au moment de la mort du Christ, et le fond noir que vous voyez là, c'est le fond noir d'une nouvelle conception de la peinture, développée en particulier dans le Trecento, chez Giotto, à un moment donné où les hommes s'intéressent à la représentation du réel en 2 dimensions, en particulier, je vous l'avais dit, en géographie, pas seulement pour donner à voir la sphère terrestre, mais pour donner aussi à voir éventuellement la géographie du sol. Et donc, en particulier, vous avez ici une image qui est tout simplement une carte qui nous montre tous les chemins qui mènent à Rome à partir des grandes villes d'Europe. C'est-à-dire que vous avez ici une volonté de cartographie qui ne fait pas intervenir la triangulation, autrement dit, qui ne fait pas intervenir l'idée qu'il faille saisir le réel relativement à soi en s'imaginant se déplacer ailleurs, c'est-à-dire par exemple en disant j'observe 2 clochers, on m'envoie des signaux de ces clochers, je peux mesurer la distance, je peux mesurer une distance angulaire, toute chose que feront petit à petit les arpenteurs, et en travaillant la trigonométrie et les 3 cas d'égalité des triangles, eh bien je pourrais finir par dire quelle est la distance d'une ville à une autre et trianguler le sol, ce que feront pour la première fois des gens comme Alberti en faisant justement le plan de Rome de cette manière-là, et les arpenteurs ensuite, jusqu'aux géographes du XVIIe ou du XVIIIe, tels que les Cassini, qui feront la carte de France par ce procédé. Je vais passer un petit peu sur certains aspects. Rapidement, je montre que chez Giotto, à qui on attribue quelquefois la naissance de l'espace et de la 3e dimension donnée à voir dans le plan, je vais montrer en quoi il y a une limite à ce discours. Quand vous regardez le tableau, la fresque précédente qui est à Assise, eh bien, vous voyez des arcs de voûte dont on peut faire le schéma perspectif. On se rend compte que les lignes qui sont parallèles dans la réalité ne convergent pas, mais convergent vers un axe central. Donc Giotto n'a pas, en tous les cas, maîtrisé la perspective géométrique telle qu'elle sera inventée 50 ans plus tard, dès le départ en tout cas, et pas seulement dès le départ, parce que ce genre de choses, on le trouve dans la période tardive de chez Giotto. Première idée. Deuxième idée, quand on voit ce genre de choses, qui a l'air de donner une maîtrise des arcatures tout à fait convenable, c'est-à-dire qui fait dire à un historien d'art que ceci a été obtenu en utilisant le point de fuite que vous voyez en bas. Eh bien, je dis que non. Il est beaucoup plus intéressant de concevoir la chose de la manière suivante. Si vous voulez donner à voir en perspective un espace fini, une boîte d'espace intérieure, et c'est bien ce qu'on avait tout à l'heure, vous pouvez représenter un plancher de la manière suivante. La ligne avant du plancher, vous la partagez en autant de planches que le plancher. Ici, j'en ai mis 5. La ligne arrière du plancher, qui a la même taille que la ligne avant dans la réalité, mais dont vous savez par l'expérience visuelle qu'elle est plus petite, vous la tracez à l'arrière. Ici, je l'ai tracée de manière symétrique, mais je pourrais très bien la tracer de manière dissymétrique, comme dans le 2e dessin qui est au milieu de cette figure.
Si cette ligne, je la divise en 5 de la même manière, donc le problème c'est de diviser une ligne en 5. Tout le monde sait faire ça. Le guidane que l'on enseigne à l'école primaire ou que l'on devrait enseigner à l'école primaire, c'est pas toujours vrai. Donc si vous voulez quelque chose qui est dérivé du théorème de Thalès, permet de faire ça. Vous pouvez diviser une ligne en autant de segments que vous voulez, bien entendu. Eh bien, alors si elles sont parallèles, c'est pas beaucoup plus compliqué naturellement. Diviser en 5, donc, n'est pas un problème, et il suffit de joindre les lignes pour avoir quelque chose qui donne toutes les apparences de la fuite. Évidemment, si vous prolongez les lignes en question, mais j'ai mis des pointillés, et les pointillés n'y sont pas, ni intellectuellement, ni graphiquement, à l'époque dont je parle, parce qu'ils seraient censés représenter des lignes fictives, eh bien, ces lignes, donc, convergent vers un point, et on va très vite ensuite affirmer que ce point de fuite a été inventé par Giotto. Certes pas. Bien sûr, ça marche aussi pour des arcades. Il suffit, en fait, de faire de la réduction proportionnelle. Et s'il y a une chose que savent faire des géomètres au XVe siècle, c'est ce que leur a appris Euclide, la théorie des proportions. Donc, réduire proportionnellement les grandeurs, que ça converge ensuite fort bien, mais c'est une chose que tout le monde peut faire. Et c'est d'ailleurs quelque chose que l'on va retrouver par la suite dans de nombreuses constructions perspectives. Alors, vous avez des exemples et des contre-exemples chez Giotto, c'est-à-dire des cas où vous obtenez des résultats de ce genre. Il ne s'agit pas de dire que F est un point de fuite reconnu comme tel, conscientisé. Et pour ça, j'ai plusieurs arguments à vous donner. Imaginons que vous utilisiez le point de fuite. Vous allez subdiviser ce qu'on appelle la ligne de terre aujourd'hui en segments égaux et relier ces points vers le point de fuite. Mais qu'est-ce qui va se passer? Si vous n'avez pas placé de point à l'extérieur du tableau, en particulier si par exemple il s'agit d'une fresque sur un mur sur lequel il y a 2 murs de refend, vous ne pouvez pas dessiner derrière les 2 murs de refend. Donc vous allez subdiviser seulement la partie qui est entre les 2 lignes verticales du dessin de gauche. Vous n'allez pas pouvoir placer ces points à l'extérieur. Eh bien, les lignes fictives que vous voyez à gauche, qui n'existent pas, elles n'existent pas dans la réalité du dessin et de la préparation du dessin. Et effectivement, c'est ce qui se produit, c'est-à-dire que le placement des lignes fuyantes dans un cas comme celui-là est en général aléatoire. Et là où les lignes centrales fuient vers un point du fait d'une construction proportionnelle, sur les côtés, elles n'y vont pas. Ça veut dire que le point de fuite n'y est pas, ou qu'il n'y était pas à ce moment-là. C'est en tous les cas un bon moyen de l'apprécier. Là, les mathématiques peuvent dire quelque chose sur vous avez reconnu sans doute au passage le triptyque, le polyptyque de Gant, bien sûr, et on va dire encore quelque chose que la mathématique peut dire sur certains tableaux. Au verso de ce polyptyque de Gant, vous avez une annonciation, ce panneau-là. Eh bien, ce panneau-là, si on en fait l'analyse perspective, on peut le faire, ce n'est pas très visible à l'image ici, mais on peut le faire en regardant le sol et le plafond qui comportent des fuyantes. Un sol et un plafond, en principe, c'est parallèle. En tous les cas, dans les règles de construction qui prévalent au moment où Van Eyck peint ce tableau, c'est-à-dire au XVe siècle. Ce tableau donc est peint suivant des règles qui sont prétendument connues de Van Eyck, pour des raisons qui tiennent au fait qu'en particulier, il a connu des Italiens, que probablement la peinture à l'huile en Italie lui doit quelque chose, puisque certains Italiens sont allés chercher les recettes de la peinture à l'huile auprès des maîtres flamands et en particulier des frères Van Eyck. Et donc ce polyptyque des frères Van Eyck propose ceci qui a l'air d'être tout à fait intéressant sur le plan perspectif. Sauf que si vous tracez le schéma perspectif dans les termes que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire en termes de fuyante pour le sol et pour le plafond, ce n'est pas le même point de fuite. Problème. Car ce ne sont pas que les perpendiculaires au plan du tableau qui sont dans le plan horizontal au sol que doivent se trouver des droites qui vont converger dans l'apparence. Ce sont aussi celles du plafond. Ça n'est pas le cas. En fait, les deux ont été construits indépendamment l'un de l'autre, très probablement en utilisant, mais là il faudrait pouvoir avoir une idée de la sous-couche picturale s'il reste des traces de fusain pour le dessin préparatoire, il faudrait voir si ça n'est pas plutôt un système de type proportionnel, ce que je postule assez volontiers, puisque je l'ai vu à l'œuvre dans des ouvrages postérieurs à l'invention de la perspective. Cet ouvrage-là, qui est un ouvrage allemand,
d'un épigone d'Albrecht Dürer, qui s'appelle Erhard-Schön, propose, parmi des modes de représentation perspective tout à fait corrects et adéquats, appris très probablement chez Dürer ou chez des maîtres italiens traduits en allemand, c'est le cas par exemple du traité de perspective de Serlio, qui a été traduit en allemand, il propose une autre règle, mais pour des raisons qui cette fois-ci sont des raisons de convenance, tout à fait analogues à celles que je décrivais tout à l'heure à propos des noces de Cana. Voici par exemple une image perspective dans laquelle, alors là les dessins qui sont ajoutés sont de ma main, mais les explications de Erhard-Schön sont tout à fait valables. Il explique qu'en fait, il utilise une même ligne subdivisée pour créer le plafond et le plancher. Il fait une subdivision sur cette ligne, mais bien évidemment, ce que cela produit, c'est 2 points de fuite pour le plafond et le plancher, distincts, et non pas un seul qui détermine ce qu'on appelle la ligne d'horizon, et 2 points de fuite pour les parties latérales du même coup. En fait, ce qui se produit ici, c'est que le mur du fond que vous voyez, qui est un carré, et le mur de devant, qui est transparent. C'est la fiction du théâtre dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que nous sommes des voyeurs qui regardons au travers de ce mur transparent. Eh bien, ce mur de devant n'est pas un carré, c'est un rectangle. Si vous voulez que ça fonctionne sur le plan perspectif, vous devez prendre comme cadre de scène et comme fond de scène d'une même pièce, j'entends d'une même pièce au sens mobilier du terme, vous devez prendre comme fond de scène et comme cadre de scène 2 rectangles qui sont homologues, homothétiquement parlant. Je rappelle qu'il n'y a qu'un seul carré, mais qu'il y a une infinité de rectangles, et ça, déjà, les Grecs le savaient. Alors, ça donne évidemment des choses diverses. Alors, regardons un petit peu quelques images de la théorie pour se faire une idée. Bon, donc on va arrêter. Bon, j'ai beaucoup de choses à dire, mais il y a peut-être des questions. On peut peut-être faire une pause pour des questions, puis on verra si je continue, mais à mon avis, je ne vais pas avoir le temps. Il y a peut-être des questions dès maintenant. Tout le monde ne lit pas forcément l'italien. Juste une première idée importante, pour terminer là-dessus quand même. Un œil, le plan du tableau, ce qu'il y a derrière le plan du tableau, c'est-à-dire l'espace représenté. Et puis, le plan de représentation qui va couper la pyramide visuelle issue de l'œil haut. Le plan qui est parallèle au tableau et qui contient l'œil haut, c'est ce qu'on appelle le plan neutre. Il est tout à fait intéressant dans la théorie perspective et dans la théorie projective. Pourquoi ? Parce que lorsque vous regardez un point tel que N dans ce plan neutre, le piano neutro ici, ou un point N', eh bien, le rayon visuel qui va de O à N n'atteindra jamais le tableau. Donc ces points-là ne seront jamais représentés. Donc il existe une infinité de points dans un plan, parallèle au tableau passant par l'œil, qui ne seront jamais représentés dans le tableau. Donc le tableau ne peut pas rendre compte de l'espace tout entier. En revanche, il peut rendre compte, et c'est ce qui se fera au début, de l'espace qui est au-delà de la fenêtre du tableau. Il peut commencer à rendre compte, et ça se fera en peinture au XVe et au XVIe siècle, de ce qui est entre le tableau et l'œil, de manière parfois spectaculaire. Je n'aurai pas l'occasion de le montrer là, sauf s'il y a des questions là-dessus. Et à partir du XVIIe siècle, ce sont des géomètres, et c'est le cas des arts, qui diront « je peux aussi penser les idées qui sont derrière ma tête ». C'est-à-dire que je peux, à partir de cet œil, regarder un cercle qui est par terre de l'autre côté du tableau. Si je le regarde au travers du tableau, je verrai une ellipse, en général. Cette ellipse, ce sera la trace de ce cercle dans le tableau. C'est l'auréole qui, si elle est posée par terre, devient une ellipse, ou bien c'est au contraire une ellipse qui, si je la regardais du bon point de vue, deviendrait un cercle, puisqu'évidemment, l'affaire est réciproque. Mais il n'y a pas qu'une seule coupe de cône. Il y a aussi, on le sait depuis Apollonius, des paraboles et des hyperboles. Et les paraboles et les hyperboles étaient connus d'Apollonius comme des objets obtenus en coupant un cône. Avec des arcs, ils vont devenir des perspectives du cercle. Et entre autres, alors qu'Apollonius distinguait les 2 branches de l'hyperbole comme étant 2 hyperboles opposées,
Desargues va dire « Ces deux hyperboles opposées ne sont qu'une seule et même courbe, et bien qu'elles soient en deux morceaux, elle est l'image point par point d'un cercle qui, lui, est une figure fermée. » Autrement dit, il y a un intérieur de l'hyperbole et un extérieur de l'hyperbole, comme il y a un intérieur du cercle et un extérieur du cercle. Ce sont les asymptotes qui détermineront en partie aussi cet intérieur et cet extérieur. Ce sont ces idées-là qui vont naître petit à petit de la perspective. Et ces idées-là vont conduire à une géométrie projective qui est le fondement d'une géométrie des transformations, qui n'est plus seulement une géométrie des figures, mais aussi le fondement de la possibilité des géométries, au sens qu'il n'y a pas que la géométrie euclidienne qui devient possible dans un tel cadre, mais des géométries non euclidiennes qui justement vont s'intéresser à ces questions-là, de savoir mais est-ce que la réalité est bien telle qu'on nous la dépeint? Est-ce que le parallélisme des droites, c'est quelque chose d'absolu? Regardons les triangles sphériques. Au fond, les angles d'un triangle sphérique, ça ne fait pas 180 degrés, mais beaucoup plus, puisque ça peut faire jusqu'à 270, par exemple, etc. Ces idées-là vont permettre de créer les géométries non euclidiennes dans un cadre conceptuel précis, et même d'en donner des illustrations euclidiennes. Donc vous voyez qu'il y a un enjeu tout à fait important dans cette invention-là, surtout si on ajoute le fait qu'il n'y a pas de relativité restreinte sans modèle de géométrie non euclidienne hyperbolique qui soutiennent la théorie. Voilà pourquoi cette affaire est d'importance. Peut-être qu'on peut passer aux questions. Bien. Je vous remercie pour cet exposé fort attrayant, intéressant, attrayant, qui débute la série de questions. Parce que, bon, les dernières 5 minutes ont été précipitées. Pourrait peut-être revenir, je ne sais pas, par exemple, sur Alberti, parce que ça a été un peu rapide, peut-être. Sur Alberti. Ouais, je ne sais pas, moi, enfin, bon, je vais poser une question, mais peut-être est-elle hors sujet? Non, pas du tout. Traiter. Non, c'est parce que, concernant, par exemple, Alberti, vous avez dit Alberti a fait un plan de Rome tout à l'heure, j'ai retenu. Oui. Bon, alors, du coup, je me suis dit, mais quelle est dans quelle mesure le travail des cartographes, le travail, les réflexions des gens qui travaillaient en optique à cette époque et avant, le travail des artilleurs, des marins, etc. Dans quelle mesure tout ça a contribué à l'émergence de cette théorisation de la perspective chez Alberti? Alors, je suis tout à fait en accord avec cette idée-là, c'est-à-dire que j'ai une conception, comme tout prof de maths qui a été éduqué dans le monde bourbakien, une conception plutôt platonicienne des mathématiques. Mais je me soigne. Et je me soigne tellement bien que je suis devenu aristotélicien d'une certaine manière. C'est-à-dire que je pense que les mathématiques ont un rapport dialectique avec toutes les autres sciences et aussi avec les arts. Force m'a été de le constater. Et plus j'avance dans l'histoire des mathématiques, plus évidemment je considère que cette production de l'esprit que sont les mathématiques ne sont pas nées de n'importe quoi, mais sont le fait d'un long processus de maturation. Donc je ne peux qu'être en accord avec ça. C'est difficile de créer tous les liens, mais ils existent, on est bien d'accord. En particulier, il est clair que ce sont certes des peintres et des architectes qui vont donner les premiers rudiments de la théorie perspective, des architectes en premier lieu, Brunelleschi et Alberti, tu as raison de le souligner, mais aussi Piero della Francesca, qui n'est pas architecte, mais qui est mathématicien, qui n'écrit pas qu'un traité de perspective, celui qu'on évoquait au début, mais qui écrit aussi un traité d'algèbre, qui écrit aussi un traité sur les corps platoniciens, etc. C'est un géomètre, et c'est tellement un géomètre que c'est le maître d'un mathématicien tout à fait intéressant de la Renaissance qui s'appelle Luca Pacioli. Vous le connaissez sûrement parce qu'il a donné lieu à des représentations que peut-être, que vous connaissez. Il est ici représenté en train de donner un cours de mathématiques
à un aristocrate. Et Luca Pacioli, donc, est quelqu'un qui a écrit un grand traité de géométrie, mais beaucoup d'idées de Luca Pacioli ont été empruntées à Piero della Francesca et il les a transmises à Léonard de Vinci. Alors, dès qu'on nomme Léonard de Vinci, on pense évidemment ingénieur. Évidemment, parce que très vite, la perspective va devenir le moyen pour les architectes de donner à voir ce qu'ils vont construire à leurs clients, avec une grande polémique qui s'installe dès le début dans les termes suivants. Est-ce qu'une vue perspective est quelque chose d'utile à l'architecte? Non, répond Raphaël, ou en tous les cas, on suppose que c'est lui, dans une lettre au pape, où il explique que ce qui est intéressant pour l'architecte, c'est la projection orthogonale, le plan, et la projection orthogonale dans le sens horizontal, sur un plan vertical, l'élévation. Le reste, c'est fait pour faire plaisir aux clients. Je le dis dans des termes qui ne sont pas tout à fait, évidemment, ceux de Raphaël, mais d'une certaine manière, ça donne à voir le résultat. Donc, de ce point de vue, c'est intéressant. Mais là où ça devient évidemment tout à fait fondamental, c'est quand l'ingénieur devient ingénieur militaire. C'est-à-dire quand, en effet, on va avoir besoin de faire des plans, mais aussi de donner à voir des élévations, en particulier lorsqu'on va passer, par exemple, d'une artillerie sommaire qui s'attaque à des châteaux forts, vers une artillerie qui va devenir extrêmement performante et qui suppose des fortifications telles que celles que développera Vauban, bien sûr, mais avant lui déjà un certain nombre de maîtres du genre. Je pense à Simon Stevin dans les Flandres ou des gens comme ça. Et lorsque vous avez ces gens-là qui travaillent sur le dessin de fortification, bien sûr, ils ont intérêt à avoir des images qui sont des images de perspective pour donner à voir cela et le faire comprendre, mais ils ont aussi besoin pour construire d'images qui sont simples et sur lesquelles on peut reporter les mesures. Or, les mesures en perspective centrale ne sont pas conservées. Elles le sont en perspective cavalière dès lors qu'on a choisi une certaine unité de mesure sur les fuyantes. En perspective centrale, elles ne sont pas conservées, mais elles obéissent à des règles après lesquelles on va courir, et c'est ça le plus important, pendant un certain temps, c'est-à-dire que dès Piero della Francesca, on essaie de comprendre ce qui se cache d'un point de vue numérique derrière ce raccourcissement des grandeurs qui n'est pas innocent, qui se fait d'une certaine manière, et ce que Desargues va découvrir au XVIIe siècle, c'est très exactement cela, c'est l'invariant de la perspective. Cet invariant, c'est ce qu'on appellera, c'est ce qu'il appelle, lui, l'involution de 6 points, et qui sera ramené aux divisions harmoniques de 4 points par Philippe de Laïr, l'un de ses élèves, et qui deviendra le birapport chez les géomètres du XIXe siècle. Donc c'est là vraiment que commence l'idée d'une géométrie comme étude des invariants d'un groupe de transformation, même s'il n'est pas encore question de groupe de transformation, parce que vous l'avez remarqué, la perspective est la première des transformations qui est en jeu dans l'histoire de la géométrie, qui transforme vraiment. Une homothétie ne transforme pas puisqu'elle conserve la forme. Comme je le disais tout à l'heure, tous les carrés sont identiques. Tous les rectangles ne le sont pas. Ça, n'importe qui est capable de le voir et les géomètres grecs le savent. Les transformations qui conservent les grandeurs, ce que nous appelons aujourd'hui les isométries, elles transforment tellement peu qu'elles ne sont pas organisées en corpus avant que des gens trouvent des groupes de transformation, ou en tous les cas des transformations qui transforment vraiment, et la perspective et les anamorphoses, etc., font partie de ces transformations-là. Alors, tout ça ne peut se faire qu'avec des gens qui font des anamorphoses, qui sont des peintres, pour cacher des secrets. Ça ne peut se faire que sur la base d'une pratique, évidemment, picturale ou architecturale. Je voudrais poser une question. Oui. Toutes ces perspectives travaillent avec des droites. Quand on prend des photos, on a des lignes courbes. Ouais. J'ai même l'impression que les appareils numériques, peut-être la taille de l'objectif ou quelque chose comme ça, donnent des courbes plus prononcées que les appareils argentiques. Mais je peux me tromper. Ouais. En tout cas, il y a des courbes. Ouais. Donc j'aimerais savoir si effectivement, dans le travail pictural sur la perspective, on a toujours travaillé sur des droites, ou s'il y a eu des tentatives de travailler aussi avec des courbes pour de cette façon-là avoir une représentation plus proche de la façon de voir. Vous avez des choses comme celle-là très tôt, du simple fait que, et alors ça répond en partie aussi à la question de tout à l'heure, du fait que la conception du réel perçu est une conception de l'espace perçu, et que les représentations planes de cet espace perçu ne sont que éventuellement des coupes planes. La ruine comme plan du bâtiment, etc. En revanche,
vous savez bien que certaines constructions de l'Antiquité utilisent des courbes plutôt que des droites pour essayer de modifier la conséquence que produit sur la vue des choses qui seraient déformées sinon, parce qu'elles sont monumentales par rapport à la taille de celui qui perçoit la chose. On a des exemples classiques de salles, Parthénon, etc. Bon. Pour autant, cette chose-là s'appuie sur une optique qui est une optique de la vision, c'est-à-dire une optique qui s'intéresse à la lumière sans trop savoir si la lumière, c'est encore une fois quelque chose qui part de l'œil, qui va vers les objets ou le contraire, peu importe. Quand Euclide écrit, ou quelqu'un d'autre, mais enfin, ce qu'on appelle l'optique d'Euclide donc, est écrite, elle est écrite avec cette idée que on va essayer de rendre compte de ce phénomène qu'est la vision, peut-être pas encore de la lumière à proprement parler, mais de la vision. Et on va rendre compte de cette vision dans des termes physiologiques simples au départ, qui vont se complexifier en particulier dans le monde arabo-musulman, parce qu'on ne peut pas réduire l'œil à un point, et qui vont donc produire des choses dans lesquelles la mesure va surtout être de type angulaire. Un certain nombre de raisonnements de l'optique d'Euclide et de celle de Ptolémée, qui est dérivée de celle d'Euclide, sont des raisonnements qui portent sur des questions angulaires. En particulier, pour démontrer que les apparences deviennent de plus en plus petites, on va plutôt travailler sur les angles que sur les grandeurs elles-mêmes. Et c'est normal parce que les représentations de la situation spatiale dans laquelle on regarde les choses n'existent pas encore complètement. On est capable de représenter des objets de l'espace physique, puisque par exemple dans le livre 13 de la géométrie d'Euclide, on parle des solides, mais on ne sait pas si ces dessins existaient déjà du temps d'Euclide, on ne sait pas si ce sont des dessins postérieurs, donc on n'a aucune idée de la manière dont on représentait en plan, de façon empirique ou non, des objets solides, à part le moment où on a commencé à retrouver des dessins dans le monde arabo-musulman, etc. Or, on a tendance à regarder les textes mathématiques sans s'occuper de la question de l'histoire des dessins. C'est un vrai problème. Alors, pour répondre maintenant directement à la question, vous avez vu tout à l'heure Fouquet. Ça n'est pas un exemple complètement isolé, mais il n'y a pas énormément de choses dans ce domaine. Les choses vont commencer à venir tardivement. Et au fond, au milieu du XXe siècle, le premier à essayer de théoriser cela, au moment où la photographie s'invente d'ailleurs des optiques qui font ce genre de choses, ce que je vous ai montré avec l'autobus, c'est Flocon, Albert Flocon, un graveur qui, avec René Taton, avait écrit un petit ouvrage sur la perspective curviligne qu'on trouve encore aujourd'hui d'occasion et qu'il est intéressant d'aller regarder. Mais de manière générale, si on trouve des choses dans ce domaine, ce sera éventuellement dans la courte période entre l'abandon de la perspective centrale, quasiment au moment un peu après l'impressionnisme, et le retour du refoulé dont je parlais, qui est tout récent, avec tous les gens qui ont essayé de travailler sur le mouvement. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, quand vous vous placez dans les rails que j'ai montrés au début à plat dos, vous regardez les lignes électriques. Si vous regardez vers l'horizon naturel qui est le vôtre, c'est-à-dire plutôt en face de vous, vous allez les voir se rencontrer. Mais si vous roulez les yeux en arrière, vous les verrez se rencontrer de l'autre côté. Donc il est assez naturel de penser les droites comme des courbes de cette manière-là. Évidemment, ça a un inconvénient, c'est que c'est quelque chose qui ne suppose pas la fixité du regard. Or, dans la théorie perspective de la Renaissance, la fixité du regard se traduit par le fait que la vision tourne autour d'un point et non pas d'un œil globuleux, alors que déjà avec la photographie, vous avez le problème de l'optique qui a des aberrations en marge. Et puis vous avez le fait que ce point doit être fixe, car il y a un rayon visuel principal qui détermine le plan de représentation. Ce rayon visuel principal, c'est la perpendiculaire, le plus court chemin, le prince des rayons, comme dit Alberti, qui va de l'œil au tableau. Et donc à partir de ce moment-là, tout est joué, c'est-à-dire qu'effectivement la mesure des grandeurs va se faire en termes de représentation dans le plan de coupe. Maintenant, pour aller jusqu'au bout du raisonnement, si vous pensez, je vais mimer la chose, mais si vous pensez le plan sur lequel vous êtes, le plan horizontal en son ensemble, la ligne d'horizon n'est pas la ligne que vous voyez là-bas, mais elle est un cercle. C'est le cercle à l'infini. Donc notre plan, il est limité par un cercle à l'infini. Le cercle de rayon infini, pour des arcs, c'est une droite. C'est une droite, c'est un cercle dont le centre est à l'infini.
Et ce cercle à l'infini, vous le ramenez dans le plan. Et du même coup, les droites dont les deux bouts à l'infini sont sur ce cercle reviennent à distance finie, mais ne sont toujours pas dans ce plan. Donc ça veut dire que le cercle que vous prenez, vous enlevez la frontière, et vous avez les modèles de Beltrame-Michelin de géométrie hyperbolique, dans lesquels les droites deviennent soit des droites à l'intérieur de ce disque, soit les diamètres de ce disque, et des arcs de cercle qui sont perpendiculaires au cercle extérieur, qui lui ne fait pas partie de la représentation. C'est-à-dire que vous avez quelque chose dans les modèles euclidiens de géométrie non euclidienne, quelque chose qui s'apparente de cette idée-là. Alors, ça s'obtient par une projection simple, qui est très très bien décrite dans un film que je vous recommande, que vous avez certainement vu pour quelques-uns d'entre vous, qu'on trouve sur Internet, sur les dimensions, en plusieurs épisodes. Tapez dimension au pluriel dans Google, c'est le premier qui sort. C'est une série de films sur la notion de dimension, dans lesquels les questions de cartographie et de projection cartographique sont mises à l'honneur, où on parle des nombres complexes, où on montre qu'il y a des représentations complexes possibles de toutes les transformations dont j'ai parlé rapidement ici, etc. C'est remarquable. C'est vraiment très très bien fait. Ça illustrera assez bien la suite de ce que j'ai dit là. Enfin, même beaucoup mieux sûrement, parce que ça va beaucoup plus loin sur le plan mathématique. Oui, l'appareil de la photographie donne une image plane de l'espace. Peut-on imaginer le choc que ça aurait donné si on avait découvert la photographie avant la perspective? Je crois ça difficile sur le plan technique, parce que la perspective apparaît au moment où l'alchimie, je ne vais pas dire sévit encore, ça ne serait pas correct d'après tout ce que j'ai dit sur ma vision de l'histoire des sciences. L'alchimie en tant que pré-chimie existe de façon contemporaine de l'invention de la perspective. Il est difficile de penser les émulsions de la photographie moderne sans un passé technique tout à fait important. D'ailleurs, je pourrais ajouter que pour qu'il y ait un développement des sciences et des techniques tel qu'il s'est produit dans le monde occidental à partir du XVIe et du XVIIe siècle, développement technique qui permet toutes les inventions que la science et la technique ont connues depuis et qui font du monde occidental, d'un siècle à l'autre, un monde à la traîne qui devient un monde en voie d'industrialisation. Alors, il faut plus qu'un siècle, mais la connaissance scientifique des Renaissants n'est pas supérieure, loin de là, à la connaissance scientifique du monde arabo-musulman, sans parler du reste du monde. La connaissance technique du monde occidental au XVIe siècle est largement en retard sur la connaissance technique du monde chinois. D'accord ? Autrement dit, si vous voulez, la science rationnelle, si on appelle science rationnelle celle qui s'est développée sur une base mathématique, est liée certainement à l'algébrisation, pour aller vite, qui s'est faite, bien sûr, dans le monde hindou, dans le monde arabo-musulman, mais sous une forme adéquate à cette algèbre, au moment où elle devient littérale avec Viette et Descartes essentiellement, mais un peu avant Bombelli en Italie, dans le monde européen. Et cette science-là va produire de la science et de la technique, mais qui n'est possible et ne peut produire un monde industriel, donc entre autres la chimie nécessaire et l'optique nécessaire à la photographie, qu'à la condition que l'on puisse reproduire les objets par le dessin. Autrement dit, l'industrie est essentiellement fondée sur la reproductibilité. Cette reproductibilité suppose d'abord un mode de représentation du réel fiable. Au début du XVIIe siècle, quand on fait des plans de navires en utilisant le pied du roi à Toulon, les mêmes, si on les fait ailleurs, ils vont couler parce que le pied du roi n'est pas le même et qu'on a bien du mal à accorder ses violons. D'accord ? Donc il y a tout un tas d'étapes incontournables et qui relèvent de la question du dessin technique. Le dessin technique et l'évolution du dessin technique est entièrement consécutive à l'invention de la perspective centrale. Première idée. La deuxième idée, c'est que la photographie va immédiatement adopter les canons de la perspective centrale. C'est-à-dire, c'est en ce sens-là que je dis que c'est un avatar de la perspective. Si vous voulez que
que le hasard ou autre chose ait fait qu'à un moment donné, on ait vu que la lumière pouvait modifier une émulsion, aurait pu produire à des systèmes optiques qui n'avaient rien à voir avec l'envie de représenter le réel de la même manière que le faisait la perspective centrale. Or, je vous rappelle que le 24-36 est un format qui correspond, grosso modo, à très peu de choses près, au format normalisé par les perspecteurs au fil des siècles pour dire voilà quel est le type de tableau qui correspond à une vision de l'œil qui n'est pas un point mais un globe oculaire et qui est limité par des paupières qui produisent quelque chose qui font qu'il n'y aura pas d'anamorphose dans le plan horizontal et dans le plan vertical qui fera que ce sera plus petit. Ça n'empêche pas de peindre des tons d'eau, des toiles carrées, des toiles de format vertical, mais des toiles de format horizontal, c'est ce qui domine le plus. Et les règles de convenance que vous trouvez dans les traités de perspective du XVIIIe et du XIXe seront celles qui s'appliqueront et qui donneront le format 24-36. Si on parle de focale normale à propos du 50, d'un objectif 50 pour le 24-36, c'est aussi en raison de cette normalité-là, c'est-à-dire à cause de l'angle de visée. Dès que vous prenez un grand angle, c'est que vous débordez l'angle de visée de la perspective. Donc vous voyez que vraiment c'est un avatar complet, et d'ailleurs les peintres ne s'y tromperont pas, qui retourneront à la peinture en laissant tomber la peinture perspective, puisque la photographie peut faire la même chose. D'accord. Enfin, grosso modo, on est obligé de dire en faisant abstraction du phénomène chimie au niveau de l'émulsion, la chambre obscure existait à cette époque. Certes, mais l'usage de la chambre obscure reste relativement obscur, excusez-moi, et son apparition dans le monde occidental est un peu compliquée à dater. Vous savez bien que ce n'est pas entièrement défini. Léonard de Vinci, manifestement, a lu des choses sur le sujet, puisqu'il essaie d'imaginer des dispositifs de ce genre-là. Il faut distinguer ensuite chambre claire et chambre obscure, ce qui est un peu compliqué. En tous les cas, vous commencez à voir apparaître cela véritablement utilisé par les peintres et de façon régulière, essentiellement pour les peintres de paysage, donc au XVIe, au XVIIe siècle, dans le contexte européen du Nord, où vous verrez des gens emporter des chambres claires ou obscures sur le terrain, sous forme d'ailleurs de chaises à porteurs. On en voit une dessinée dans un traité de perspective du début du XVIIIe siècle, chez Sgrafzand, le physicien. Ces objets-là vont être popularisés essentiellement pour ce qui est non plus de la chambre obscure, mais disons d'un appareil de projection d'images par Athanas Kircher, jésuite du 1er XVIIe siècle, qui le décrit dans sa Magia Universalis. Mais dans son esprit, il s'agit de produire des images pour tromper le monde. Mais en tout bien, tout honneur, c'est pour la plus grande gloire de Dieu. Hein, on est d'accord. La télévision venait d'être inventée. Les minutes d'écoute, de disponibilité du cerveau venaient d'être inventées. Quand les situationnistes parlent de la société industrielle du spectacle, croyez-moi, ils n'avaient pas tort. Elle est le pur produit de l'histoire que je viens de raconter. Pour les deux raisons que je viens de dire. Oui. Vous prenez encore une question donc moi je vais poser une question beaucoup plus simple. Est-ce que d'abord vous pouvez réafficher le tableau, la scène de la flagellation du Christ? Vous aviez mis les lignes de... Voilà. Ouais. Oui, c'était avant. Oui, oui. Et un peu plus loin, je crois que vous aviez mis les lignes de construction. Voilà. Alors, ça va rejoindre un peu ce que disait monsieur. C'est un tableau je suis professeur d'histoire-géographie, et donc c'est un tableau qui se trouve dans de nombreux manuels d'histoire, et donné pour l'analyse de la perspective. On voit sur vos constructions, vos lignes de construction, que c'est très compliqué et difficile à faire passer aux élèves. Et ensuite, il faut interpréter les deux parties du tableau. Ce qui me gêne le plus, c'est que dans un manuel de Valéry Zanghellini, des années 80, si vous voulez, il expliquait que ce tableau était construit dans le détail et dans ses dimensions sur la règle du nombre d'or. C'est parfaitement faux. Voilà. Et je l'ai expliqué dans un article qui se trouve dans Textes et documents pour la classe. Ouais. Je vais vous montrer ça.
Donc je vous donne la bien. référence. Et bon, mon Ça, c'est expérience, parfaitement c'est qu'avec mes élèves les plus malins, on n'a jamais pu retrouver ce fameux nombre d'or en retournant. Bon, la seule explication que j'avais, c'est que le tableau avait été, la reproduction dans le manuel avait été coupée et qu'on ne pouvait plus retrouver les proportions. Je vais vous dire. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer d'une part vos constructions et d'autre part cette fameuse alors, vous me poussez là. référence. Il y en a pour quelques minutes quand même, mais vous me poussez sur un sujet qui m'intéresse beaucoup. Alors, on va essayer de dire quelque chose. Il s'agit cette fois de la géométrie par rapport à la composition. Je ne retrouve plus le mode. Ah voilà, le mode plein écran. Voilà. Ça va peut-être être un peu lent parce que c'est des images assez lourdes. Le tableau qui est là est un tableau qui a été commenté effectivement par nombre de gens. L'interprétation la plus récente ne me satisfait pas parce qu'elle met en cause celle qu'avait donnée Carlo Ginzburg il y a quelques années, dans lequel il expliquait que la partie gauche était la flagellation du Christ, en devenir, puisqu'il n'y a pas une goutte de sang sur le corps du Christ, et que comme on avait affaire à un personnage avec un turban, c'était la prémonition de la prise de Constantinople, qui se passe à peu près dans les mêmes eaux, je n'ai plus les dates en tête. En revanche, à droite, vous avez des personnages en costume de l'époque de Piero della Francesca, dont certains sont reconnus par Carlo Ginzburg comme des personnages de l'élite du moment à Florence, qui sont en mesure d'influer sur le pape pour lancer une croisade qui pourrait sauver Constantinople de la déroute. Et le personnage central, il le montre très nettement comme étant l'envoyé de l'empereur byzantin, et ceci à cause de la coiffure. Et il appuie tout ça. Je vous conseille la lecture de ce livre. Ça se lit comme un roman. C'est un historien, c'est pas un historien d'art. Et c'est de ce point de vue tout à fait intéressant. Alors, je passe sur le fait que c'est intéressant, parce que c'est un des premiers exemples où on peut voir que les personnages du second plan sont beaucoup plus petits que ceux du premier plan, ce qui renverse la perspective du monde gothique dans laquelle, à tout seigneur, tout honneur, le plus grand représenté, c'est Dieu, et donc les saints sont plus petits et les personnages profanes encore plus petits. Donc la perspective rend possible cette idée tout à fait étonnante que le sacré peut être représenté sur le même géométral que l'homme, c'est-à-dire qu'elle rend possible l'humanisation d'une religion. C'est la seule religion du livre qui pouvait aboutir à ça. C'est pour ça que très probablement l'invention de la perspective se passe plutôt dans ce contexte-là. Et ce que je voudrais surtout dire, c'est que le tableau, j'ai pu le mesurer hors cadre, il a très exactement les dimensions d'un rectangle harmonique. Qu'est-ce que c'est qu'un rectangle harmonique? C'est quelque chose de beaucoup plus simple qu'un rectangle fondé sur le nombre d'or, puisque c'est le rectangle qu'on obtient en prenant comme grand côté la diagonale d'un carré, qui a pour petit côté le petit côté du rectangle. Autrement dit, vous prenez un carré de côté A à l'intérieur d'un rectangle harmonique, vous tracez la diagonale de ce carré, vous la rabattez, et vous avez le grand côté B qui est égal, A qui est égal à B, racine de 2, la racine carrée a sauté ici à l'impression. C'est les formats de papier A1, A2, A3, A4. Sachez que le rapport A sur B vaut racine de 2, et que c'est pour ça que vous avez 141% et 71% pour augmenter ou réduire, passer de A3 à A4 ou de A4 à A3. Sachez que, bien sûr, une suite décroissante dans les entiers finit quelque part, comme aurait dit Fermat, et donc il y a un A0. Le A0, c'est les Allemands qui l'ont fixé un jour. Les dimensions A et B sont telles que le produit AB fait 1 mètre carré. Avec ça, vous avez une belle équation du second degré, je vous laisse chercher, peu importe. Ce format A4, si vous le divisez en deux par la ligne médiane, ça donne 2 formats A5. C'est pour ça que ça marche quand on reproduit évidemment à la photocopieuse et qu'on agrandit, et qu'on passe d'un format à l'autre. Alors évidemment, ça donne de la proportionnalité pure et simple. Voilà un format A5 et un format A4. Maintenant, si vous divisez un format A4 en 2 formats A5, vous obtenez 2 rectangles qui eux-mêmes sont harmoniques. Et si vous cherchez les carrés de base de ces rectangles harmoniques, vous obtenez une ligne ici, et le cercle qui est là, c'est-à-dire le cercle, excusez-moi, je dessine là-dessus, le cercle de rayon A issu de l'extrémité haute de la médiane est tangent en bas, évidemment, parce que c'est la construction des 2 rectangles harmoniques dans chacun des 2 formats A5. D'accord ? Eh bien, quand on regarde le tableau de Piero della Francesca et qu'on cherche son schéma perspectif, on s'aperçoit que l'horizon est très exactement
la ligne qui divise les deux rectangles harmoniques séparés dans le tableau. D'accord ? Ça, je peux vous dire, c'est pas le fait du hasard. D'abord parce que ça suppose de prendre un point de vue très bas, parce que la hauteur entre la ligne de terre et la ligne d'horizon, c'est la hauteur du personnage qui regarde. Donc ça veut dire que Piero della Francesca se suppose, comme Léonard de Vinci pour la scène, en bas, en dessous, pour regarder. Un petit peu plus haut que Léonard, mais il regarde d'en bas. Et donc, ce schéma-là est un schéma qui est absolument improbable au hasard. 1 sur l'infini, ça ne fait pas lourd. Placer l'horizon à cet endroit-là au hasard, la probabilité est nulle, puisqu'il y a une infinité de possibilités de choisir le point de fuite et de placer l'horizon où on veut. Donc s'il l'a placé là, c'est sûrement pas un hasard. Alors maintenant, après, on peut continuer avec des considérations qui ne sont plus de nature complètement géométrique, mais il se trouve que j'ai écrit cela pour défendre le point de vue de Carlo Ginzburg, qui dit que le personnage qui est là sert d'intermédiaire entre à la fois le passé et le présent, schéma classique dans les tableaux sacrés, mais aussi d'intermédiaire entre ce qui se passe à Constantinople et ce qui se passe en Italie, donc à Rome, et que ce n'est pas un hasard si Piero della Francesca l'a placé au milieu, c'est-à-dire en train de parler à des gens de son monde, à lui, et en même temps les pieds appuyés sur la ligne centrale, c'est-à-dire un tout petit peu ancré dans ce qui se passe de l'autre côté. Quant au personnage que vous voyez à gauche qui est assis, qui ne se lave pas les mains, mais c'est tout comme, et qui est censé représenter Ponce Pilate, il porte un type de chapeau qui est très exactement le type de chapeau que portaient les empereurs de Constantinople à l'époque. Sauf que cette interprétation a été remise en cause. Le dessin que je fais là montre que le personnage en question n'est pas simplement isolé comme ça au hasard, mais il se trouve situé très exactement entre la ligne médiane et le carré harmonique, le carré qui engendre le rectangle harmonique. Ça, je peux vous dire, c'est sûrement pas non plus le fait du hasard, du point de vue de Piero della Francesca. Donc, il y a des arguments géométriques sur la composition du tableau qui ne sont pas des arguments où on essaie de tracer des lignes dans tous les sens pour finalement trouver le nombre d'or entre deux lignes obliques quelque part qui ne sont pas des lignes essentielles du tableau. Là, c'est le tableau lui-même qui est un rectangle harmonique. Ça fait partie des rectangles régulateurs en géométrie pratique les plus répandus, et le rectangle d'or n'est qu'un avatar ultérieur de cette chose-là, même si, effectivement, Piero della Francesca l'étudie parce qu'il en a besoin pour construire des pentagones, même si Luca Pacioli écrit la divine proportion, qui n'est que l'autre nom du rectangle d'or. Mais arrêtons avec le nombre d'or, c'est une invention des psychologues du XIXe siècle, et puis c'est tout. J'exagère évidemment, mais voilà. Je pense que ça répond à la question. Oui, vous trouverez ça satisfait, on arrête là. Oui. Votre bibliographie, est-ce que vous pouvez citer les... Donc il y a un texte et documents pour la classe. Texte et documents pour la classe sur la symétrie. Voilà, c'est sur la symétrie. Et alors, l'ouvrage de Carlo Ginzburg était traduit en France chez Flammarion dans les années 80. C'est, je crois, ne pas me tromper en disant que c'est Enquête sur Piero della Francesca. Voilà. Si vous aimez les polars, mais que vous en avez marre du polar de fiction, eh bien voilà, ça c'est pas du tout un roman bien sûr, mais je vous dis que ça vous tient en haleine pendant les 200 ou 300 pages que ça contient. Voilà. Bon, on arrête là cette fois. Oui. Eh bien, nous vous remercions là pour cet exposé très très intéressant et les réponses aux questions qui ont été données. Je suis juste absolument désolé pour les gens qui espéraient entendre la suite de choses que j'ai dites par ailleurs, et en particulier à propos des courbes du 3e ordre. Mais c'est pas grave, ce sera une autre fois, dans une autre vie. Non. Bon, merci aussi pour votre présence.